Hey, salut toi! Puis surtout, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo-là. En fait, je pense que tu vas pas regretter ton choix du tout si t'es fan du repêchage. En fait, je pense qu'on a fait un maudit bel épisode, là, puis je dis ça humblement. En fait, c'est que j'étais bien entouré, là. Je n'ai pas le mérite là-dedans. Habituellement, mes épisodes sont tous enregistrés, 100% audio, sans vidéo. Mais là, c'était mon 50e, on s'est dit on va faire de quoi d'un petit peu plus funky. Je pense que ça a donné de quoi de bien. Épisode enregistré en vidéo, devant public, avec le feu au derrière, avec des invités de renommée internationale. On parle des Canadiens de Montréal. Écoute, on peut pas vraiment demander mieux. Fait que c'est ça. Puis en plus, je vous ai rajouté des vidéos au montage pour que quand on parle des joueurs, vous puissiez voir des vidéos de ces joueurs-là. Par ailleurs, je profite de cette intro pour vous dire, ben, j'étais un petit peu plus sérieux qu'à l'habitude. Là. Honnêtement, là, pour ceux qui me connaissent, je dis beaucoup de niaiseries d'habitude. Mais là, avec la gestion de l'animation, du show, la technique aussi, j'avais beaucoup de choses à penser. Là, fait que j'ai moins dit de niaiseries que d'habitude. Mais par ailleurs, je vous avertis, le son il est pas parfait. En fait, des fois c'est un peu sourd, des fois ça griche, il y a des bruits de bouche, des bruits de narine. J'espère que ça vous gossera pas trop. Je pense qu'on a réussi à en enlever quand même une bonne batch en post-production, mais il y a des affaires qu'on pouvait juste pas enlever malheureusement. En fait, pour remettre en contexte, on a enregistré ça dans un Airbnb au Vermont. Avec les moyens du bord, on avait un setup un peu broche à foin. On n'a pas investi 2000$ pour cet épisode-là, là, fait qu'on avait de l'équipement assez cheap, merci, et je pense que ça a paru, mais on va essayer de quoi? On va voir peut-être pour le futur si ça vaut la peine de faire ce genre d'épisode-là. On a utilisé, en plus c'est ça, on avait personne pour surveiller l'audio durant l'épisode. On a utilisé la bonne vieille technique de on paye sur record puis on se croise les doigts. Mais je pense dans l'ensemble, ça a bien été. Ça sonne quand même pas si pire. Mais je veux quand même vous mettre en garde que le son n'est pas parfait. Puis aussi les vidéos des joueurs que j'ai rajoutées, les vidéos de highlights, que je dis, mais c'est pas vraiment des vidéos de highlights. Oui, il y a quelques highlights, quelques vidéos des beaux buts, des belles passes que les joueurs vont faire, mais on fait. Mais il y a aussi des vidéos de jeux en transition, des vidéos de patins, des vidéos d'échecs avant et tout ça. Puis aussi des jeux qui ont juste pas connecté, mais que je trouvais que soit l'idée était bonne ou le flash était bon. Des vidéos des fois un peu moins flatteurs aussi. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est simple, c'est que si on regarde des vidéos de highlights, on a tous vu les mêmes vidéos. Tu sais, un but, c'est un but, c'est facile à trouver sur Internet. Je vais montrer des séquences peut-être un peu moins accessibles pour vous donner plus de contenu, en fait, mais aussi, c'est que toutes les séquences que je montre là, c'est des affaires que j'ai moi-même clippées dans mes propres visionnements. Donc, c'est toutes des séquences qui ont contribué à l'évaluation que j'ai faite de ces joueurs-là. Fait que des fois, vous dites, ah, mais semble que il est trop haut sur ce gars-là ou il est trop bas sur tel gars. Ben là, vous allez voir un peu quel genre de game que j'ai vu de ces joueurs-là. Peut-être que ça va vous aider un peu à comprendre mon point de vue envers ces joueurs-là. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, faut remettre en contexte, ça a été enregistré il y a un petit peu plus qu'une semaine. Puis on n'était pas tant enthousiaste envers Anton Frandel dans cet épisode-là, honnêtement. Le vent semble tourner, je pense qu'il va peut-être un peu monter dans ma liste, on va voir, parce que je dois avouer, c'est ça, même si je suis pas encore 100% convaincu, ces récentes performances là, sont quand même encourageantes dans le cas de Frondel. Même chose pour Desnoyers, là, mais bon, bref, on y reviendra. Puis aussi, ben, on a commenté une des deux games qu'on a vues de Boston College, game dans laquelle Fowler puis Higgins ont pas très bien paru, on en parle, mais la deuxième game était quand même beaucoup mieux. Et les gars de Dans le Mille, en fait, sur la bande, ils ont sorti un épisode dans lequel ils parlent de ces deux games-là. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Fait que c'est ça, belle discussion de hockey entre chums, enregistrée lors d'un beau week-end entre garçons. Tu sais, 6 garçons dans un Airbnb à jaser de hockey pendant une couple de jours entre deux games de Boston College comme que je disais. D'ailleurs, on a fait de très belles rencontres là-bas à Burlington, entre autres les gars de Street Scout qu'on salue et la légende Simon Snake Boisvert pourrait tellement un être fantastique. Je le comparerais à une théière. Il est plein de bonté. On sait qu'il aime ça les jeux de mots. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai un tournevis dans les mains. C'est ça, on picosse un peu Snake dans cet épisode-là, mais tu sais, c'est évidemment pour rigoler. On a tous beaucoup de respect pour lui et son travail. C'est juste que ça nous faisait rigoler grandement de penser que Snake pourrait être dans le public. Évidemment, il n'y était pas.
Mais bon, c'est ça. Puis tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Snake, on n'a pas le choix de reconnaître l'impact que son podcast à lui puis à Mathias Brunet ont présentement sur le Québec, puis l'intérêt grandissant des partisans envers le repêchage, en partie grâce à eux, je crois. Puis je pense que ça s'est ressenti lors de ce week-end-là au Vermont, l'impact justement de processus envers les partisans québécois, parce qu'il y avait énormément de Québécois à cette partie-là. On se serait cru à Cancun, mesdames, messieurs, ni plus ni moins. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, guys, pour votre support. 50 épisodes. Je pensais pas me rendre là. En fait, mes parents savent même pas que j'ai un podcast. Fait que c'est ça. Puis droppez un petit like sur la vidéo si jamais ça vous a plu. Puis si c'est le genre de contenu que vous voulez voir également dans le futur. Puis n'hésitez pas à commenter. J'aime toujours ça, avoir des belles discussions avec vous. Ça aide également le podcast à se faire voir, mais c'est également une belle possibilité pour vous de discuter, partager votre opinion, puis respecter les opinions des autres aussi. Il y a personne qui a la vérité absolue. Je pense que c'est important d'être ouvert à tous les opinions. Puis c'est correct si les gens pensent pas comme nous autres. Puis allez également supporter mes co-animateurs de cet épisode-là. Et sur ce, bon épisode. 50 épisodes déjà du podcast Briser la glace. Aujourd'hui, petit épisode spécial. On va faire ça vidéo pour une fois, avec des collaborateurs, mais également un public en délire. Je sais pas si on l'a entendu à l'audio, on verra. Parce que ouais. Donc, aujourd'hui, écoute, ça va être bien simple ce qu'on va faire. Ben, pour mettre en contexte, en fait, on est présentement à Burlington, Vermont. On est allé voir 2 matchs de Boston College contre l'Université du Vermont. On va aller voir entre autres James Higgins, pas Cam Fowler, mais James Fowler. Puis plein d'autres dudes, Ryan Leonard. Puis c'est ça, on va faire également aujourd'hui une liste de repêchage pour les Canadiens de Montréal. Donc, on va passer en revue peut-être une 16aine de joueurs pour se donner des priorités, dans le fond. Si le Canadien de Montréal repêchait demain matin, ce serait qui les joueurs qui repêcheraient, puis ça. On va un peu débattre de ces joueurs-là. Puis je pense que ça va être bien funky. Fait que je vous présente tout de suite mes collaborateurs aujourd'hui. Vous reconnaissez peut-être la voix Étienne, Blue Chip Prospect, ainsi que nos 2 charmants jeunes hommes de Dans le Mille, Renaud et Jules. Donc, public, tonnerre d'applaudissements là, pour nos invités. All right. Fait que, guys, c'est ça. Au moment d'enregistrer, en fait, on a juste vu une des 2 games qu'on va voir ce week-end de Boston College contre l'University of Vermont. Je veux juste voir, c'est quoi vos observations un peu sur la game? D'ailleurs, on parlera pas trop de Higgins parce qu'on va en parler, vous veux pas, en cours d'épisode. Mais c'est qui vos standards, vos joueurs qui vous ont surpris ou déçus peut-être même hier? Ben écoute, commençons avec du négatif, là, comme ça va être mis, ça va être dit. Moi, j'étais vraiment content pour vrai de voir en personne Dean Letourneau. Je pense qu'on en avait parlé quand on avait fait notre repêchage presque parfait. Puis écoute, veux pas, l'année dernière, c'est pas le joueur que j'avais plus de regarder. Fait que j'étais quand même curieux de voir qu'est-ce que ça donnait en vrai. Puis ben écoute, pas été agréablement surpris. Je suis agréablement surpris. Pas été agréablement surpris. Écoute, je pense que c'est un gars qui va être capable de vraiment être utile en NCAA, peut-être avoir un impact en AHL, mais on est vraiment loin d'un joueur qui est, tu vois projeté en LNH. C'est sûr que quand tu vois la taille, qui est impressionnant à voir, surtout dans la petite aréna du Vermont où tu es juste à côté, là, il est énorme, mais pousse pas, frappe pas, et des fois on le voit se faire tasser devant le filet. C'est son contrôle de rondelle, moi, qui m'a... Contrôle de rondelle, puis même quand il arrive à avoir un petit peu d'espace puis à la rondelle, on l'a souvent vu faire l'entrée sur le côté, puis après ça arriver avec un petit tir. C'est souvent les mêmes jeux, là. Fait que, être utile dans une petite ligue comme NCAA ou bien une ligue AHL un petit peu plus scrappy, peut-être, mais on est loin d'un joueur organisé puis qui a les skills pour se rendre en LNH. C'est sûr qu'à sa défense, il jouait l'an dernier dans le réseau d'école secondaire. Il a joué 3 matchs en USHL, je pense. Le saut à la NCAA est quand même très gros, mais là, il évolue sur un 4e trio. Il a à peu près pas joué. Mais c'est ça, tu vois que le step, il est gros. Moi, j'étais pas le plus vendu l'an dernier déjà. Je l'avais classé quand même assez loin. Puis même, je suis retourné il y a quelques semaines, quelques mois, réécouter 2-3 de ses games, puis j'arrivais au même constat qu'on a vu hier. Là. Le gars, c'est un projet, il est vraiment pas prêt. Mais à sa défense, il y a quand même eu quelques occasions. C'est bon jeu quand même. Hein? Je sais, j'ai chialé toute la game. Genre, c'était le running gag. J'étais comme assis qui est poche de tourneau, puis je chialais juste à chaque fois qu'il était sur la glace. Mais il y a eu une belle occasion de marquer. Là. Il s'est vraiment libéré dans le slot. Il a décoché un bon tir. Pas décoché rapidement, par exemple. Belle lecture de jeu.
Ouais. Quand même, là, sur ce jeu-là. Puis aussi une belle petite passe dans l'enclave, là, en rentrant sur l'aile droite, là. Mais c'est les 2 points positifs, je te dirais, dans pas mal toute la game. C'est un game qui avait quand même un bon niveau d'intensité, là. Ouais. Je sais pas si vous avez quoi à rajouter sur les tourneaux. Ben, moi, je pourrais juste dire, tu l'as dit, 4e trio, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une minute du premier trio. Ouais. Mais ce qui me surprend, c'est, je me serais attendu à le voir ou à le remarquer quand il embarque sa glace. Et malgré sa stature, on dirait qu'il fallait que je cherche le numéro. À part qu'il faut lever la tête un peu, oui, mais comme même là, on dirait que il me popait pas à part vraiment comme tu le dis, là, quand il est entré à droite, il a comme un peu essayé de couper au milieu, ça a pas trop fonctionné, mais c'est le seul jeu vraiment et son tir, là, où est-ce que je peux dire, OK, j'ai vu comme quelque chose de les tourneaux. Après, tu l'as dit, un projet. Puis moi, je pense que c'est ça que Boston se base. Tu sais, puis on parlait du timing des équipes de des fois repêcher. Puis je me dis, est-ce que Boston, on veut en les tourneaux un gars qui se dise, on peut le laisser 4 ans, il va arriver comme dans la relève. Parce que Boston, il commence à zéro, leur reconstruction. Ouais. Si une équipe qui veut swinger pour une potentielle licorne, c'est bien eux autres. C'est ça. Mais honnêtement, moi je trouve c'est pas convaincant, le patin est pas convaincant, les mains c'est pas convaincant. Le shot, malgré la grandeur et la grosseur aussi, il est grand et lancé, il est pas nécessairement gros en il est soft. Il s'est fait ramasser plus le long de la bande qu'il a ramassé du monde sur le long de la bande. Puis moi, il a poussé. Il rentrait puis on dirait qu'il à un moment donné, je me rappelle là, un défenseur qui l'a juste barré la route, puis c'était comme il y a même pas, on sentait juste pas de force. Puis il y a pas de skill de protection de rondelle. Non, puis moi il est mou et lent sur les face-off aussi. Ça là, ça m'a mis off toute la game. Il en a gagné quelques-unes, mais il est lent, il est mou sur son face-off. Puis pour mettre en contexte, c'est une game à haute intensité. C'est pas nécessairement des rivaux naturels, je crois. Sauf que faut mettre en contexte, il y a eu 2 game misconduct dans cette game-là, dont Gabe Perreault en première période, malheureusement. Mais c'était absolument intense comme game. D'ailleurs, Ryan Leonard, je pense qu'on s'entend tous pour dire ça a été le meilleur joueur de loin sur la glace. Laisse vous en parler, vous savez ce que j'en pense, moi, de Ryan Leonard. Là. Tu devrais en parler de ton joueur. Non, je vous laisse. C'est ça, tu vas compléter après. Non, mais je pense que, tu sais, il l'a vraiment montré, là, comment est-ce que, justement, dans un match d'intensité comme ça, où on peut dire, tu sais, des matchs d'intensité similaire, c'est vraiment des matchs de play-off, là, où ça se pousse, puis justement, 2 game misconduct. Tu vois pas ça tous les soirs, puis c'est vraiment dans ces matchs-là où il va être le plus utile. Tu sais, outre ces matchs, admettons, tu prends un match un peu plus top, tu vois que son tir est excellent, ses mains sont excellents, il réagit super rapidement, il sait où aller, le physique est excellent, tu sais, il y a des excellents attributs hors l'intensité, mais c'est vraiment dans ces matchs-là où il va faire une différence. Là. Tu sais, c'est un gars que, justement, Washington va être extrêmement content d'avoir en série, puis justement, qui va aller gagner des séries, puis aller donner des avantages numériques avec des petites pénalités, tu sais, fâcher les autres joueurs. On les voit, là, des fois, se frustrer. Il est fâchant, puis tu sais, évidemment, je le savais déjà, mais ça a été encore plus évident en le voyant en live, mais parce que c'est des choses qu'on voit pas quand t'écoutes une game comme à TV, là, des choses off-cam tout ça, mais tu peux pas passer à côté puis espérer qu'il t'accroche pas, là. Même sur le banc, hein. Même quand il est dérangeant, peu importe. Oui, on l'a vu, ça. Il est assis sur le banc puis il retient le bâton des joueurs. Ben oui, il y a un gars qui s'est fait plaquer vers le banc de Boston College à un moment donné, puis Leonard, il a subtilement retenu le bâton du gars, il a envoyé quasiment une quinzaine de coups de poing sournois hier, tu sais, mais tout le monde. Puis... Ce que j'aime, c'est sa maturité dans l'agressivité. Il est pas juste agressif. Hier, à un moment donné, il était encore sur la glace, il y a eu un échauffouré proche de lui, mais il est resté comme proche du banc, puis il est pas allé se mêler à eux, puis il a continué à chirp le banc adverse. Mais je pense que c'était fait mal, par exemple. Ça se peut, mais en tout cas, peut-être que j'ai pas vu ça, mais ce que j'ai trouvé qui était le fun là-dessus, c'était comme, OK, il veut pas juste aller donner des coups pour rien. On dirait que là, j'avais comme vu il s'était comme un peu restreint, peut-être, pour garder... Il y a une balance dans son niveau de test. Mais... Puis les gars le défendaient, là. Tu sais, le game misconduct de Gabe Perreault, c'est parce que Leonard, il a ramassé un gars dans le coin. Leonard, ensuite, s'est fait ramasser parce qu'il s'est fait venger, puis Perreault est arrivé, puis il a crocheté le gars dans le dos. Puis après ça, il s'est fait ramasser, puis Reagan vient d'arriver. C'est un domino, fait que c'est ça, c'était incroyable, mais tu vois qu'il y a cette chimie-là dans cette équipe-là, puis Leonard il est tellement respecté au sein de l'équipe que les gars le défendent, tu sais. Mais il y a cet même aspect-là, tu sais, il y a un épisode il y a 2 semaines où on parlait, tu sais, de Zachary Lheureux, qui est, tu sais, un joueur super utile comme 3-4e trio, qui vient vraiment déranger, mais tu sais, il faut qu'il trouve la balance entre justement aller déranger sans se faire suspendre tous les 3 matchs. Puis je pense que ça, Leonard, il l'a déjà. Tu sais, tu regardes la game d'hier,
c'est lui qui a dérangé le plus, puis c'est pas lui qui finit par se faire sortir du match. Tu sais, combien de matchs il a passé en suspension cette saison? La maturité dans exact. Puis son shot, là. Ouais. Moi, son patin, j'ai toujours été fan, puis la vitesse qu'il prend en crossovers, gros fan de Ryan Leonard. Je m'avais pas remarqué. Sinon, l'autre joueur, je veux savoir ce que vous en pensez, on va en parler juste une minute ou deux, mais Jacob Fowler, qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Ordinaire comme performance hier, je pense. Ouais. Totalement. J'en ai vu plein de matchs de Fowler, puis il y a eu des matchs où c'était carrément un mur devant le filet. Il est très combatif, c'est un joueur qui est aussi très athlétique, mais hier, perdu une coupe de rondelles de vue, même les rondelles qu'il frappait, c'est comme s'il savait pas exactement où qu'elle allait tomber après. Des buts un peu soft. C'était pas sa meilleure game hier. Non, je suis d'accord. Si c'était la game que tu voyais de Fowler dans les 2 dernières années, puis tu venais au Vermont pour venir le voir, puis tu voyais ça, puis tu te dis, c'est lui qu'on parle depuis 2 ans? C'est lui là, tu te poses des questions, mais tu sais, c'était une de ses mauvaises. Fait qu'on va voir. Peut-être ce soir, il va jouer. Je sais pas s'ils vont mettre 2 soirs de suite, là, mais. D'habitude, il joue 2 soirs de suite. Ouais. Pour lui donner du crédit aussi, en 3e période, tu sais, ça s'est vraiment un peu repris, là, tu sais, le Boston College avait repris l'avantage, tu sais, en 2e période, ça a été vraiment la période qui a fait pencher le match. Mais reste qu'il fallait qu'il soit solide en 3e période, tu sais, un but faible, ça aurait pu vraiment changer le match. Puis en 3e période, ça a été sa meilleure période. Fait que, tu sais, dans un match pas excellent, il a quand même réussi à être utile au moment où c'était le plus important qu'il soit. Comme je parlais avec lui en dehors de la caméra, public, en dehors de la caméra. Ferragis? dans l'auto, tantôt, c'est justement ça, c'est sa force mentale, que même s'il se fait donner des mauvais buts, des fois, même s'il n'y a pas nécessairement une bonne performance, il est capable de revenir, d'oublier ce qui s'est passé, de mettre le timer à 0, puis on recommence. Absolument. Fait que c'est pas sa meilleure performance, mais ça, en bout de ligne, il y a du positif à prendre. C'est ça, mais je suis pas un expert de goaler, là. Je veux dire, je peux pas vraiment analyser les espoirs et tout, mais quand je regardais Fowler hier, c'est ça, tu vois l'espèce de, j'ai le mot en anglais, le composure, le calme. C'est pour ça qu'on parle souvent de Carey Price, un peu dans l'espèce de la confiance qu'il amène à son équipe. Il y a comme quelque chose à part, mettons, je pense que c'est le 3e but, là, que j'ai trouvé ça vraiment étrange. Il a comme essayé de faire l'arrêt avec son gant collé à patinoire au lieu de comme se placer devant. En tout cas, c'est ça, je vais pas rentrer dans les détails techniques du goaler, mais c'est sûr que comme tu dis, c'est pas encourageant si tu regardes juste hier. Faut peut-être regarder le bigger picture. De là l'importance, c'est bon pour toute analyse d'espoir, le sample size là, tu sais. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils vont regarder une game, ils vont se faire tout de suite une idée, là. Puis, ça va finir là. Tu sais, tu dis, on parle pas d'Hagen, mais c'est un peu la même chose, hein. Tu vas juste regarder Hagen d'hier, tu te dis, pourquoi qu'il était first overall, tu sais. On en reparlera, mais pour moi, juste basé sur la game d'hier, Hagen, c'est pas un choix top 10. Non, tu me donnes le choix entre lui et Eklund, puis à la limite, je préfère Eklund, là. Moi, je reviendrais juste avec la game d'hier, juste pour juste donner un chapeau à l'université de Vermont en complet. C'est, je pense, si je regarde, c'est l'avant-dernière équipe de Hockey East. Boston College, c'est peut-être la meilleure équipe au pays. Puis hier, c'était un match, tu sais, on aurait vraiment pu voir là comme Perrault, Higgins, Stiga, Leonard sortir puis juste être vraiment surclassé. Et il y avait vraiment une équipe combative et une équipe qui était compétitive, là, qui a donné un match, qui a donné quelque chose à analyser et non juste comme voir les superstars détrônés. Puis bon, il y en a un qui est déjà repêché, mais Joël Mata. Moi, c'est vraiment celui. Il y a eu un point à tous les points. Je pense qu'il y a 3 points. C'est ça. Mais c'est vraiment l'attaquant, 6e choix, je pense, des Oilers, si je me rappelle bien, en 2022. C'est ça, 22 ans. C'est ça, c'est un peu overager, mais bon, s'il y a il y a quelque chose très vieille quand même. Vermont, c'est des gars de 22, 23. Non, c'était vraiment du bon hockey. J'étais surpris. Puis il y avait beaucoup de Québécois aussi. Ouais. Dans l'aréna, C'était fou raide. C'est fou raide. Fait que... Des faits snake. Ouais. C'est Snake qui prenait des selfies avec les gens. C'était très drôle. On va passer au prochain segment. Fait que maintenant, on passe à la viande du spectacle. On va monter une liste de repêchage, comme si, mettons, le CH, demain matin, repêche. Ils arrivent avec leur liste. Ça, à table du draft. On va se monter une liste 1 à 16 environ, peut-être. Ça reste à voir.
ce serait quoi notre ordre de priorité, dans le fond, de repêchage pour le CH en première ronde. Évidemment, en date d'aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel rang ils vont repêcher. Ouais. On peut se douter que le choix de Montréal va être entre peut-être 7 et 13, là, puis le choix de Calgary possiblement entre 15 et 20, 22. C'est encore possible qu'on gagne la loterie, c'est encore possible qu'on tanque encore plus. Ça reste à suivre, fait qu'on va vraiment faire 1 à 16. Ça va amener aussi des belles discussions, je pense, pour des gars comme Misa et compagnie. Fait qu'on commence ça. Vous, ce serait quoi votre premier choix? Moi, je pense, présentement, quand on regarde les listes publiques, ça se joue beaucoup entre Misa et Schaefer. Avantage Schaefer quand même assez considérablement. On regarde, est-ce qu'ils ont besoin d'un Schaefer? Est-ce qu'on va vraiment le meilleur joueur disponible? Est-ce qu'on voit que les besoins? Comment vous voyez ça, ce débat-là, au premier rang? Moi, personnellement, je suis pas le type de gars qui va repêcher juste le meilleur joueur disponible. Mais dans le cas de Schaefer, ça serait mon choix. Je pense que c'est le choix. Parce que j'ai pas l'impression qu'on a ce défenseur-là numéro 1. Tu sais, oui, Hudson, ok, j'ai compris, il a l'offense. Numéro 1, il est super combatif défensivement, il fait son travail, mais un vrai gars, 6 pieds 2, qui patine comme qui patine, qui a la capacité offensive, défensive, transitionnelle que Schaefer a, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment passer à côté. Misa, tu sais, je pense qu'il va être un centre, mais il pourrait aussi finir à l'aile. Tu sais, est-ce que tu veux un deuxième allié? T'sais, on a déjà des Milov qu'on a pris l'année passée. Est-ce que tu t'en veux un autre? Tu préfères avoir un Schaefer? Moi, personnellement, ce sera un Schaefer. Ouais, je pense que Misa projette au centre. Honnêtement, je sais pas si ça va être un centre numéro 1 tant élite que ça, ou un deuxième de luxe, ou un ailier numéro 1 quand même. Ça va dépendre beaucoup du C, je pense qu'il va aboutir. Mais comme tu dis, je pense que tu peux pas passer à côté d'un Schaefer. Puis Hudson, je l'adore, je l'aime. Mais le côté two-way, tu sais, Schaefer, il y a même un petit côté robuste un peu qu'il y a dans son jeu. Je pense que c'est vraiment un profil de défenseur numéro 1, élite dans la ligue. Je pense que il va devenir un top 5 défenseur dans toute la ligue. Absolument. Là. Schaefer, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas je vois pas aucun gros drapeau rouge, tu sais. Non. Tandis que les autres, c'est mis ça, il n'y a pas de gros drapeau rouge, mais c'est un petit peu moins excitant. Puis c'est un profil, tu sais, on en voit, bon, peut-être pas au même calibre que Misa, mais tu sais, souvent, on a ce centre-là de haut calibre qui va être disponible dans le top 3, tandis que Schaefer, certes, il y a des années où il y en a, mais tu sais, c'est pas à chaque année où tu as... Tu sais, des fois, le gros défenseur qu'on parle dans le top 3, c'est un défenseur qui est vraiment... Owen Power. Tu sais, vraiment plus d'un côté. Là, Misa, tu regardes son offensive, est-ce que c'est le défenseur le plus offensif qu'on a jamais vu? Schaefer, excusez-moi, qu'on a jamais vu. Non, c'est pas le meilleur offensif qu'on a jamais vu, mais il y a pas de gros drapeau rouge. Puis en défensive aussi, il y a pas de lacune. Là. Ben, c'est ça que j'aime, c'est que souvent, tu prends tous les meilleurs défenseurs d'un repêchage, il y a toujours... Ils vont pencher d'un côté ou de l'autre. Il va y avoir une certaine lacune. L'année passée, on avait Dickinson. Il y a du monde qui avait des doutes sur son intelligence hockey. T'avais Bouillum, qui est à peine 6 pieds. T'as Yakemchuk, qui est très offensif. Défensivement, c'est moins bon, mais il patine un peu tout croche. T'sais. Il y avait tout. T'avais Slayev, super bon défensivement, mais offensivement, il y avait presque rien. Mais tu sais, fait qu'ils ont tout comme... ils ont tout un red flag, tandis que Schaefer, il est bon dans toutes les facettes du hockey. Fait que c'est vraiment un défenseur complet, là... à la Pietrangelo, quelque chose. Ouais, ben tu sais, moi j'utilise comme comparable. Tu sais, évidemment, c'est encore loin de ça. Puis on reviendra sur son runway, mais tu sais, Escanen, c'est une comparaison qu'on entend souvent. C'est une mais Drew Doughty, j'haïs pas ça aussi en termes de vraiment plafond. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, c'est un des joueurs les plus jeunes de toute la QV, tu sais. C'est un gars qui il est 10 jours d'être éligible au repêchage de l'an prochain. Manquer du temps en plus à cause des blessures, mais je pense pas que c'est un gars fragile pour autant, juste pour remettre en contexte, mais... Ouais, il est rentré d'aplomb dans le filet, là. Je comprends sa calcul. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un gars qui a montré une progression par rapport à l'année dernière. C'est un gars qui a plafonné. C'est un gars qui il a énormément progressé. Il y a beaucoup de place à progression encore dans son jeu. Fait que moi, personnellement, je vendu. Fait que, numéro 1, c'est-tu le meilleur défenseur depuis peut-être un Moritz Seider dans le repêchage, dans le sens que, tu sais, si je regarde 2019-2020, moi, je vois Seider qui est comme peut-être celui qui a le plus d'impact. Puis, tu sais, on revient pour le Canadien. Quand je regarde un Schaefer, on a déjà une très bonne brigade défensive jeune. Mais je trouve que Schaefer, il rentre puis il vient faire que Hudson n'a plus besoin d'être le défenseur qui joue contre nécessairement le meilleur trio adverse. Il peut se concentrer sur son côté offensif. Goulet peut... Bon, on va voir s'il devient à droite de Schaefer, il peut continuer à se blesser. Ou en tout cas, avec Reinbacker, Goulet, Schaefer, Hudson, t'as comme un top 4 qui peuvent comme tout un peu tomber dans la bonne case, puis Schaefer peut venir un peu les aider les trois autres à comme
éviter un peu leur tête. Puis je pense Madison. je pense que Schaefer, c'est le genre de gars qui va pouvoir jouer sur son côté faible aussi. Je pense que c'est le genre de gars que tu pourrais mettre à droite. Parce que anyway, Schaefer, quand il a la POC, anyway, ça devient chaotique, là. Il va à monter, puis gauche-droite, rendu là, il se ramasse souvent à droite anyway, là, avec la POC, là. Fait c'est comme ça que c'était blessé. En plus, à droite. c'est ça. Fait pas, on le veut pas à droite. C'est ça. Peut-être rapper, en fait, je pense qu'on peut passer au prochain, unanime. Comment change d'idée? Place au deuxième, où, écoute, je vais tout de suite lancer un nom. Pour moi, c'est Michael Misa. Je vois pas d'autres options en date d'aujourd'hui. Je sais pas, évidemment, on peut parler Higgins, on peut parler Martin. Je sais pas, de votre côté, est-ce que Misa s'est vendu au deuxième rang? Je pense que c'est démarqué, moi. Ouais. Au début, il y avait comme un tapon de joueurs, là, de comme 3-4 joueurs, si on veut inclure Higgins puis Martin. Je pense que Misa, Schaefer se sont démarqués, à mon avis personnel en tout cas. Donc, pour moi, au numéro 2, ça serait Misa. Là, il est juste trop dynamique, là. Mais surtout, son patin. Quand on prend, en considération la situation du Canadien, à pouvoir aller chercher un centre qui pourrait potentiellement être ton prochain premier centre, sans avoir, on parle pas d'un gars qui était projeté à aller 6e, puis là, tu parles d'aller le chercher 2e, là, tu sais. Il a autant sa place au deuxième overall que n'importe quel autre nom qu'on va dropper. Fait que, tu sais, en étant une équipe comme le Canadien qui a un besoin à cette position-là, qui a un joueur de qualité à cette position-là, je pense pas qu'on peut se permettre que l'équipe pourrait se permettre de justement dire non, on va aller chercher un allié à la place. Puis, je pense que c'est un des attaquants aussi qui est le plus près de la LNH. Fait que si, on sait pas ce qui va arriver, mais mec Demidov arrive, ça se peut que le Canadien monte en flèche quand même assez rapidement. Fait que Hudson, il va continuer de prendre justement du galon et tout ça. Un Misa qui va arriver à pleine maturité, tu sais, qui est prêt à joindre l'équipe, mais qui va arriver à pleine maturité d'ici peut-être 2-3 ans. Je pense que dans le timing de reconstruction du CH, ça serait vraiment l'idéal. Puis sans gaucher, on en a besoin. On a besoin, là. Fait que c'est un gars qui patine, hyper intelligent. Super compétitif aussi. Hein. C'est une des choses que le monde ne parle pas beaucoup, mais ça, c'est le gars, il travaille là, sans arrêt. Là, il y a pas de fond. Là, il y a pas le gabarit pour être aussi robuste que les plus gros joueurs. Pas que 6 pieds 1, c'est quand même pas un problème. S'il va continuer d'ajouter du muscle et tout ça, mais son compete level, son acharnement, il y a beaucoup d'occasions de marquer qui va générer, qui viennent du chaos qu'il apporte sur la glace. Là, sa vitesse, là, il y a personne qui est capable de contenir sa vitesse. Là, quand il rentre dans la zone de pointe, là. Mais moi, sa courbe de progression m'allume énormément. Un gars qui avait eu le statut exceptionnel, qui a pas montré tout de suite. C'était prochain Shane Wright dans la tête de bien des gens. Ben oui, puis je pense que c'était très légitime avant le début de la saison parce que il avait pas montré qu'il y avait le talent de plus que, mettons, un Landon Dupont qui arrive et qui est déjà comme le meilleur défenseur de son équipe et peut-être de la ligue dans laquelle il joue. Mais ça a pris peut-être un peu plus de temps. Puis là, il avait manqué le Linka. Et là, il arrive puis dès le début de la saison, c'est comme lights out là. C'est hallucinant ce qu'il fait. Puis moi, je le vois un centre. Moi aussi, quand je le vois s'impliquer comme il le fait dans sa zone défensive, surtout derrière son filet, à aider les défenseurs, ça c'est purement un centre pour moi. Après, comme tu le dis, est-ce que c'est le 1A qui est comme vraiment indéclassable? Je le sais pas. On pourra faire le potentiel est là. Le potentiel est vraiment là. Puis c'est ça, le compete level avec la courbe de progression, pour moi, c'est juste comme le combo parfait pour un joueur que tu te dis, il peut jouer l'année prochaine, parce que s'il prend le step qu'il a pris cette année, puis il le fait juste l'année prochaine, il va être capable de jouer dans la Ligue nationale. Puis si ça fait juste continuer comme ça, c'est un joueur qui carry sa ligne, c'est un joueur qui crée les opportunités pour les autres. Quand tu y penses, il y a 2 ans, tout le monde parlait de ça comme le prochain first overall pour 2025. Puis là, quand on est arrivé à l'été passé, il n'y a plus personne qui parlait de ça. Tout le monde parlait de 7e, là. Martin un petit peu. Mais tu sais, tout le monde focusait sur James Higgins. Maintenant, tu sais, Misa, il a tellement, justement, comme c'est progressé cette année que ça fait en sorte que, justement, il a repris sa place là, de numéro 1. Là, Schaefer est devenu ce qu'il est rendu. Fait que, il sera pas numéro 1 probablement. Mais n'empêche que comme si la progression là, a été vraiment là, excellente. Excellent. Fait qu'on s'entend tous là-dessus. Troisième, les 2 noms les plus standards qu'on entend depuis peut-être le début de l'année, c'est Porter Martin et James Higgins. Toutefois, depuis quelques semaines, plusieurs semaines,
On va lancer 2 noms en conversation. On peut peut-être en écarter si on veut tout de suite, mais on entend beaucoup Anton Frandel et Caleb Desnoyers. Pachevski. Ton joueur russe. OK. Parce que j'ai pas entendu ce que t'as dit. Jarowski. Ouais, il est un petit peu pour Alexander Jarowski. On en reparlera en au 10e rang. Est-ce que pour vous, on peut peut-être les prendre un par un. Est-ce que Frandel est trop tôt pour vous ou on doit le considérer au 3e rang? Frandel, il a vraiment une taille intéressante. Je pense que, tu sais, on en parlait hier, puis c'est un gars que je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont de doute qu'il va se rendre à un niveau pro. Mm-hmm. C'est plus que quand, dans ma tête, tu sais, on parle de valeur pour le pic, tu sais, t'en compares avec un autre, t'as dit Desnoyers aussi. Moi, si je prends un joueur comme ça au 3e rang, dans les besoins de l'équipe, c'est que même si, justement, il remplit ce besoin, je veux qu'il se projette pour être un prochain premier centre, tu sais. Au 3e rang, tu vas pas chercher quelqu'un que tu penses qu'il va être dans ton middle six. Puis en ce moment, Frandel, peut-être que, tu sais, justement, il va se réveiller un peu en intensité. On le voit mieux produire dernièrement, mais je pense pas qu'il projette comme un premier centre de l'équipe LNH. Tu sais, moi, je le vois vraiment dans un middle six, peut-être un bon joueur de middle six qui devient 2e trio, tu sais, plus que 3e. Qui utilise mieux sa taille, que s'il travaille un petit peu sur son coup de patin, mais pas un premier centre, fait que c'est beaucoup trop haut pour moi, 3e pour aller prendre un joueur comme ça. Je suis d'accord. En ce moment, moi, personnellement, je vois aucune raison de prendre Frandel si Desnoyers est disponible. Absolument. Mais on reviendra peut-être sur ces deux-là, mais sinon, Martone, Higgins, est-ce que vous les mettez quand même de... Moi, j'aurais quand même le cas de dire qu'ils sont toujours là. Ouais. Je pense que Desnoyers, il monte en furie dans les listes, là. Fait que je pense on dirait que je tasserais quasiment Higgins pour remplacer puis mettre Desnoyers, Martone, parce que si tu sais, là, on fait plus un mock draft pour le Canadien. Ouais, c'est lui. Puis Martone, c'est comme, c'est un peu le piège, tu sais, on en parlait un peu, mais c'est un piège de se dire, il y a une carrure qui fait que ce gars-là, malgré qu'il atteigne pas son plafond, il va jouer dans la ligue. Ouais. Fait que je pense qu'une équipe va être vraiment alléchée de voir ce gars-là tomber à leur position, là, dépendamment de où est-ce qu'on repêche, mais je pense que ce joueur-là, il continue tout le temps de progresser. Je pourrais pas dire à quel point moi je vendrais Desnoyers, là, c'est sûr. Ouais, moi je vais tout de suite y aller avec mon opinion, là, mais surtout que ce qu'on a vu hier, mais ce que j'ai vu depuis les dernières semaines, derniers mois, pour moi, Martone et Desnoyers seraient plus intéressants pour le CH que Higgins. Je suis complètement d'accord avec ça, moi. Toi, Étienne, est-ce que... Moi, je suis Higgins, c'est encore numéro 3. Hein. Ouais? Ouais. J'ai trop vu de beaux matchs. Pas celui d'hier, là. J'ai trop vu de beaux matchs que, même si on regarde la fiche de stats, c'est vraiment pas reluisant. Il est à peine un point par match, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a des parties que tu regardes, il a créé 10-12 chances dans la même partie. Là, il est ultra créatif. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort. Il y a ses problèmes, mais tu sais, comme n'importe quel joueur, il y a du temps pour se développer de ce côté-là, surtout côté de la force. Puis Desnoyers, ça fait longtemps que je suis quand même high sur Desnoyers. Je l'aime beaucoup. Je pense que je l'ai 5 dans mon dernier ranking. Je suis pas sûr que Desnoyers est un meilleur centre que Higgins. Parce que Higgins projette au centre. Mais moi, c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux. Moi, en tout cas, dans le match d'hier, c'est sûr que c'est différent. On n'arrête pas de le dire. On peut pas juste se baser là-dessus. Mais moi, toutes les fois où j'ai vu jouer Higgins cette saison, c'est sûr qu'il y a des matchs où il porte un petit peu plus au centre. Mais moi, je continue de penser que quand ce gars-là va arriver au niveau pro, ça va plus être quelqu'un qui va être utilisé à l'aile. Puis les deux sont tellement proches, les trois en fait, Desnoyers, Martone, Caleb et Higgins, que justement, tu sais, je pense que c'est un peu comme tu disais au début, là, c'est pour ça que la théorie de best available, elle marche pas tout le temps, parce que ces trois-là, tu pourrais faire le cas que un de ces trois-là est le best available. Coche des cases différentes. Mais moi, c'est pour ça que Caleb, justement, prendrait la place numéro 3 pour moi, à cause de, c'est celui que je trouve qui se projette le plus comme un centre. Martone, on sait qu'il est pas au centre, puis Higgins, à chaque fois que je le vois jouer, moi, je trouve qu'il crie elle, à mon avis. Ouais. Okay. Moi, je le vois bien au centre. La distribution de rondelles, puis sa manière de jouer plus au centre. Il y a quelque chose qui me dit... Il est super slippery, là, avec la c'est rondelle. ça. Ouais, c'est quelque chose qui me dit qu'il... Je persiste à croire que, tu sais, je suis de moins en moins high sur Higgins. Je persiste à croire que c'est un des joueurs les plus intelligents de la QV, c'est un des joueurs les plus créatifs de la QV. J'aime ses mains, j'aime son patin. Mais
le manque de tempo parfois me gosse un peu. Puis, tu sais, on parle il y a bien des games qui s'est fait tasser physiquement, mais hier, il a été quand même robuste. Higgins, il a pas 4 plaqués au moins que... 8 minutes de pénalité. Ouais, pas de sa faute. Non, mais... mais pas de sa faute. Sauf que, ce côté-là de compete me dérange peut-être moins, côté physique, mais des fois, c'est ça, hier, il a pas été game-changing du tout, là. Non. Mais il a su s'impliquer quand même dans le game, mais je vois pas en lui le joueur de franchise que je voyais peut-être l'an dernier. Est-ce qu'il peut encore devenir un joueur élite? Peut-être. Sauf que là, est-ce que le CH peut se permettre, avec un 3e overall, quand tu as un Desnoyers et un Martin de disponible, de repêcher un gars de 5 et 10,5? Ben moi, je vais amener un point qui a pas rapport avec le hockey, mais qui a rapport avec la géolocalisation. Puis je pense que depuis les dernières années, il y avait le cas de dire il y avait pas de Québécois de qualité. Ouais. Donc pourquoi le Canadien serait allé chercher, tu sais, un Raphaël Lavoie, on a bien fait de pas le prendre. Je veux dire, je remonte là, mais là on a un Desnoyers qui a quand même qui fait le cas. Puis je me dis peut-être le Canadien dans un move politique là, mais ce joueur-là, moi, si on est vraiment à égalité, là, les quatre en ce moment un peu dans Higgins Desnoyers, je mettrais Desnoyers. Tu sais, c'est un gars qui le petit plus. Le petit plus. Ouais. Il est capable d'avoir cette pression-là. Bon, on a vu que c'était un fan des Bruins, mais moi, c'est un fan des Bruins. Il y a dit ça dans une interview, mais je pense qu'il est capable de switcher vite, là. Moi, ça me fait peur de repêcher un Québécois aussi haut parce que ça y met beaucoup de pression. Je pense que c'est dangereux. Sauf que, imaginez le CH repêche 3e. Ils ont le choix entre Martin, Higgins, Desnoyers, puis ils prennent pas Desnoyers. On va en entendre parler. Exactement. Ça va être épouvantable. Moi, mon choix, ce serait Martin. Moi, je suis vendu Martin encore, là, mais sauf que le centre est intéressant. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, à la base, Martin va être numéro 5 à cause que c'est un allié. Ouais. Moi, c'est en partant, tu sais. Et je pense que Desnoyers, Higgins, Martin, ils ont tous comme... On pourrait tout dire sont pratiquement égales. Martin est vraiment le meilleur de ces joueurs-là, selon moi. Moi, Martin est en ce moment une coche au-dessus. Ouais, je pense selon moi, c'est le meilleur joueur des trois. Sauf que c'est un autre allié. Est-ce qu'on a besoin d'un autre allié? Pas vraiment. Puis pour ce qui est aussi de Desnoyers, la pression du Québec, tu sais, faut penser, on a Demidov. Demidov va prendre toute l'attraction médiatique. Desnoyers, il peut être pas bon pendant 4 ans, il y a personne qui va en parler, tu comprends? C'est ça que je me dis aussi, c'est que Martin, tu sais, objectivement, si on enlève le fait que c'est un mock draft du Canadien, c'est Martin que je mettrais là aussi, un allié de 6 pieds 4 qui réagit autant vite que ça, qui distribue autant bien la rondelle. Tu vois pas ça tous les jours. C'est juste, je pense que la différence de niveau est pas assez haute pour que les Canadiens fassent OK, laisse tomber le centre, on va aller prendre l'allié. Peu importe à quel point le profil est intéressant de Martin puis unique. Tu sais, t'as pas un Porter Martin toutes les années. Non. Fait qu'est-ce qu'on met Desnoyers 3e? Je tente pas ça. Moi, je trouve que ça c'est pour le Canadien, je trouve qu'il y a comme... Vous êtes 3 contre 1, vous êtes tout en train de me bully. C'est correct. Ben, moi, c'est juste personnellement, j'éviterais dans le top 3, peut-être même top 4, on y arrive, mais un gars en bas de 6 pieds pour le CH, là. Ah ouais. Mais un centre, je pense que ça prend ça. Fait que c'est pour ça que je pense que je vais Desnoyers. Tu prendrais pas Cooley? Je suis pas le plus grand fan de Cooley. Mais, ne dévions pas trop. On pourrait dévier longtemps. D'ailleurs, désolé si je suis fatigué. On s'est couché très tard hier. En faisant de la game, on a jasé de hockey pendant des heures et des heures. Donc, Caleb Desnoyers, 3e. 4e, là, Martin, Higgins. Ah ouais? C'est vrai que... ça, c'est encore... C'est l'argument que je viens juste de dire, c'est que je prendrais un centre avant un allié. J'aime mieux Martin. Mais tu prends un gars de 6 pieds avant... Ça me dérange pas, cette partie-là, à ce point-là. À 5 pieds 11, j'ai pas nécessairement de problème. Je pense qu'il y a quand même la carrure, il y a l'agressivité pour jouer au centre, pour compétitionner en Ligue nationale. T'sais, il sera pas McQueen, hein. Faut pas s'attendre à ça. Mais tu sais, on prend Suzuki. Suzuki, as-tu des problèmes? Il est à 5 pieds 11. Et on peut peut-être demander au public de voter. Levez la main, public, ceux qui interagissent. Ceux qui votent pour Higgins au 4e rang. Ceux qui votent pour Martin. Oh, unanime. J'aurais pas de me faire bouler. Non, mais attends, là, c'est quand même une sorte qui décide, là. Vous autres, ça serait Higgins ou Martin? Moi, je pense que ça serait Martin. Parce que, encore une fois, je suis juste
je pense que ce qui fait vraiment la différence pour moi là-dedans, là, c'est que je vois un monde où Higgins est capable de jouer au centre, mais moi je pense que pour qu'il soit à son meilleur en pro, je persiste à penser que c'est un joueur qui va vraiment chaîne de quand il peut plus focuser sur l'aile, quand justement en zone défensive, on le voit aussi être un petit peu plus axé sur la latéralité. Des fois, c'est plus Leonard qu'on voit défendre un peu le centre de la glace. Après, ça change de match en match, puis c'est encore un joueur qui est en train justement, je pense, d'essayer de se trouver. Fait que c'est pas vrai pour 100% de ses matchs que je dis, mais moi, je pense vraiment que si tu veux ce joueur-là à son meilleur, c'est sur l'aile. Mais ça varie vraiment, mais je pense que c'est pour ça que moi, c'est là. Moi, ma crainte, si on laisse passer Martin, là, c'est que ça revienne encore un cas de Brady Tkachuk. C'est Brady Tkachuk, on l'a encore sur le cœur. On l'a pas pêché, même si c'était Zadina que les gens voulaient, là. Ça, on rentre pas dans le détail. On voulait pas Kotkaniemi? Pis toi, Jules? Ben, c'est parce que c'est sûr que tout le monde amène les arguments qui viennent faire que sont très interchangeables. Ouais. Mais quand j'écoutais le point de presse quand Kent Hughes a été engagé, il voulait une équipe qui allait être compétitive pour longtemps, patiner rapidement, puis qui était imposante physiquement. Je pense que c'est là que je mettrais Morton devant. Higgins, il est slick, il est un peu dans la même carrure que Suzuki. Puis Suzuki, je veux dire, il a pas manqué un match dans la Ligue nationale depuis son premier. Fait que, tu sais, mais je pense que en fait, tu sais, c'est Demidov, c'est pas le plus gros non plus. Fait qu'est-ce que Demidov l'amène la créativité. Est-ce que c'est Slavkovski qui va être comme la présence physique sur son trio? Il va être tout seul dans le top 6. Parce que là, Kirby Doc, je sais pas trop ce qui arrive, là. Si on se parle en septembre, je pense qu'on a une conversation différente. On a Kirby Doc dans le top 6 du futur. Mais là, si Kirby Doc est sa troisième ligne, Patrick Lainé, pas sûr que ça va rester là. C'est assez petit dans son top 6 quand même. C'est pour ça que moi, l'histoire se répète. Fait que, je suis désolé, mais on y va avec Martin. Je l'ai déjà écrit. OK. Higgins 5e. C'est ça, 5, on est d'accord, là. T'as raison. Étienne, on te le met 5e. Génial. 6e, ça s'ouvre. Je vais lancer des noms. Dites-moi s'il y a des noms que vous voulez flusher tout de suite. Donc, pas obligé de rentrer en détail tout de suite, mais on fait un premier tri. Je pense Frandel, Murtica, McQueen. Ouais. Moi, je suis McQueen. Ah ouais, OK. Est-ce qu'on starte avec ces trois-là ou il y a des noms que vous voudriez ajouter à la conversation? Je pense que tous les noms que moi j'ai en tête sont pas assez... les joueurs qu'on voit, là, mettons, dans la liste de début de saison, on voyait souvent Eklund qui était à côté de Frandel, mais c'est pas des joueurs qui ont le même potentiel de justement être un peu le centre d'attention de leur ligne, autant que les trois que tu as dit. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que je resterais avec ces noms-là pour le moment. Est-ce que O'Brien, il est trop tôt? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il est trop tôt. Donc, on a 4 noms. McQueen, est-ce que sa blessure vous fait peur au 6e rang? Je pense qu'elle fait peur à tout le monde parce qu'on n'a pas de réponse. C'est sûr, les équipes de la Ligue nationale vont avoir des meilleures réponses que nous. Ils vont pas parler avec les agents, on va pas interviewer le joueur, ils vont avoir des rapports médicaux. Donc, probablement qu'ils vont avoir des meilleures réponses que nous, sauf que de notre côté, c'est sûr que ça fait peur, mais je pense que le potentiel est tellement élevé avec McQueen. Dans le cas où c'est pas son disque déplacé qui suit depuis 1 an et demi. C'est que les deux... dans le cas que c'est ça, là, on a un problème. Les deux côtés font peur, dans le sens que t'as peur de le prendre parce que, justement, qu'est-ce qui se passe si c'est grave puis ça déraille sa carrière, mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas grave puis tu sautes ça? Surtout au rang numéro 6, on parle plus de choix de top 3, puis que c'est un centre numéro 1 de 6 pieds 5 avec des mains, tu sais, la saison dernière, le McQueen, il était incroyable. Il y a des mains, il y a un shot, je trouve qu'il manque je trouve qu'il manque un peu de pace des fois, là. C'est inconstant de game en game. Pas meilleur patineur. Ouais, mais pour un gars de 6 pieds 5, moi, je peux vivre avec ça, mais les mains, le shot, il termine ses mises en échec. Je l'aime bien, mais la blessure me fait peur. Il est capable de jouer 2 rôles, tu sais, il est capable de jouer le jeu de jouer dans le trafic puis d'aller au net puis de bouler les joueurs autour de lui, autant qu'il est capable de créer des jeux ou de tirer vers puis il est bon en zone neutre. Sauf qu'il y a encore, tu sais, si on veut absolument un centre, il y a encore, on a parlé d'O'Brien, il y a encore Frandel. Est-ce que Frandel, vous le considérez au 6e? Mon problème avec Frandel, moi, personnellement, c'est que si je me pose la question du début de la saison à là, qu'est-ce qu'il fait de mieux?
j'ai pas de réponse. Si je me pose la même question, qu'est-ce qui fait de mieux par rapport à l'année passée, j'ai toujours pas de réponse. Il y a comme pas eu de progression, ni dans la saison, ni dans la saison précédente à cette saison. Puis ça, c'est un problème. Alors que, justement, là, si on parle vraiment, on dit on veut un centre au numéro 6, on continue dans cette mode-là, puis on parle vraiment Frondell versus O'Brien. Ben, O'Brien, tu sais, tu te poses la même question, puis là, tu peux trouver 10 000 réponses. C'est quel truc il a amélioré là, depuis la saison dernière? Il y en a énormément. Depuis le début de la saison, un peu moins, mais tu sais, c'est un joueur qui s'améliore énormément de mois en mois, là. Pour moi, dans les trois joueurs qui sont le plus améliorés depuis la saison dernière, Schaefer, Misa, O'Brien, c'est pas mal. Tu sais, mettons des Top Gun là, que j'ai dans mon top 10, là, c'est pas mal ceux que j'ai vu une plus grosse progression là, personnellement. O'Brien, il y avait des concerns légitimes par rapport à son jeu. Tu sais, son patin était ordinaire, son shot était ordinaire la saison dernière, manquait de rythme. C'est pas encore parfait à ce niveau-là, mais la progression est quand même fulgurante. Tu sais, c'est pas un gars sorti de nulle part. Là. Je veux dire, je pense que il a passé sous le radar à cause de son Linka était décevant, mais tu sais, il jouait sur une 4e ligne, me semble, au Linka. Ouais. Il a quand même gagné recrue de l'année la saison dernière. Il était point per game ou presque point per game la saison dernière. Un bon gabarit, tu sais, il est ligne, mais il a un bon gabarit. Mais tu sais, il va le remplir, son patin, il s'est amélioré, il va peut-être continuer de s'améliorer. Puis moi, ce que j'ai apprécié, c'est son adaptabilité. Ouais, adaptabilité. Bref, cette année, tu sais, à un moment donné, il jouait pas nécessairement avec Nick Lardis à 5 contre 5, puis tu voyais que les gars avec qui il jouait étaient pas capables de compléter les jeux. Parce que O'Brien, centre, 6 pieds 2, hyper créatif, à mon avis, un des meilleurs passeurs, un des joueurs les plus créatifs de la QV. Avec Higgins, qui, en tout cas, j'aurais tendance à quasiment le mettre devant, mais les gars suivaient pas la game, ils complétaient pas ses jeux, tu sais. Là, quand il joue sur le powerplay avec Lardis, ben là, c'est hallucinant. Lardis, il en fait tout ce qu'O'Brien lui feed, mais est-ce que c'est un centre numéro 1, O'Brien? Je pense que sa chaise va être peut-être numéro 2, peut-être. Je sais pas. Est-ce que quand même, on drop, là, je pense. Oh, dans le sens du potentiel, là. Je pense que là, on vient de passer à un point où est-ce que on peut pas s'attendre à ce que les gars qu'on va nommer maintenant sont premier centre ou premier allié. Je pense que McQueen, il a quand même il l'a, mais tu sais, les DG, la Ligue nationale a quand même une mémoire très courte, étonnamment, des fois, là. Puis Lindstrom, l'année passée, avec cette année, moi, je sens qu'un McQueen, si on n'a pas plus de réponses, puis la réponse, ça peut être même aussi que, justement, l'agent donne pas plus d'informations, ce qui peut faire, ce qui est une réponse en soi. Et donc, c'est ça ma grande peur pour lui, mais si on parle juste purement du joueur, moi, McQueen, c'est mon gars, là. À 6 pieds 5, je pense que c'est même pas discutable dans la Ligue nationale. Là. On n'a pas parlé de Murtica, mais est-ce qu'on s'entend sur McQueen ou Moi, McQueen, ça me va. Le facteur risque me fait peur, mais c'est tellement excitant comme archétype de joueur. Tantôt, je peux pas mentionner le fait à quel point est-ce que Martin c'est unique, t'en as pas à chaque année, puis après ça, à McQueen, faire comme si un centre de 6 pieds 5, c'était commun. Là. Parce que la blessure fait peur. Tu sais, je suis pas le plus grand fan de McQueen, là, je le cacherai pas, mais c'est un centre, 6 pieds 5. Si tu veux de la valeur, c'est ça. Ah, pis c'est pas juste la grandeur. Tu sais, oui, la grandeur, c'est sûr qu'elle vient jouer. Elle vient l'aider dans son style de jeu, si on veut, là. Mais c'est 6 pieds 5, il pourrait être 6 pieds 3. Il est encore très, très bon à 6 pieds 3. C'est sûr, tu mets à 5 pieds. Oui, puis comment est-ce qu'il mettait ses points la saison dernière? C'était pas un gars que, justement, il allait se mettre devant, tu sais, il est capable de faire ça, mais il dépend pas du fait d'aller se mettre devant le gardien de but, prendre le rebound ou bien, tu sais, pousser les joueurs. Lindstrom, c'était pratiquement que ça la première moitié de saison l'année passée. Tandis que McQueen, il y a beaucoup plus dans son arsenal. C'est pas juste son corps, là. Ouais. Puis en plus, il y a le nom le plus... Roger McQueen. C'est malade comme nom, là. Fait que vendu à cause du nom. McQueen. Fait que là, juste pour... refais-nous un petit résumé de la liste qu'on a à date. Jusqu'à là, pour le numéro 1, on a Matthew Schaefer, suivi de Michael Misa, Caleb Desnoyers, Porter Martin, James Higgins et Roger McQueen. Excellent. Là, on a, Frondell, O'Brien, Murtica. Moi, il y a d'autres noms éventuellement que je vais vouloir ajouter. Bear, Lakovic, peut-être Malcolm Spence aussi, on s'en reparle. Mais je pense qu'on peut écouler les centres. Avant, personnellement, moi, je dirais qu'un centre et défenseur droitier, format géant. Je suis pas le plus grand fan de Murtica, mais peut-être j'écoulerais, moi, les centres puis les alliés droits, pas les alliés droits, les défenseurs droitiers, avant de tomber dans les alliés. Là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là? Ça dépend de quel centre. C'est une Frondell, je suis pas encore vendu. OK. Parce que je comprends le besoin du Canadien Montréal de rajouter des centres dans son pipeline.
on a de besoin. On est quand même relativement thin. Sauf que j'ai pas l'impression que Frandel, c'est la réponse. Non. Fait que, tu sais, Jake O'Brien, numéro 7, ça, je suis 100% d'accord. Adam Murka, je pense qu'on peut le mettre dans ce coin-là aussi parce que c'est un style, c'est un profil qu'on a de besoin à la droite. Sauf que Frandel, à moins que vous êtes des fans, mais moi, personnellement, j'aurais de la misère à l'avoir. Oui, mais inquiète, t'as parlé de sa progression, puis pour être en accord avec ce que j'ai dit tantôt, c'est un des trucs que j'évalue le plus chez un joueur. C'est une des raisons aussi pourquoi quand je regarde un joueur, je regarde des bouts différents de la saison. C'est ça. Pour voir, et un peu aussi de la saison passée, s'il y a les clips, pour voir à quel point, parce qu'on s'entend 17-18 ans, là, faut qu'il y ait une continuation. Et ce gars-là, mais il me le montre pas. J'en ai déjà parlé, je pense que c'est David Saint-Louis qui avait tweeté ça, mais Frandel, c'est le Elenius Dvorsky de cette année. Le gars qui avait eu une grosse saison D-1, peut-être même D-2, qui était vu top 5 en début de saison par la plupart des personnes. Là, qui glisse à cause d'un début de saison plus difficile. Là, c'est certain, il produit en fou depuis quelques semaines. Il y a une saison, sans ligne pour une saison record dans la Allsvenskan. Faut le considérer, mais ce que je vois, c'est à la glace. Il faut pas se casser avec les points, là. Ce que moi, je vois, c'est à la glace. Ça fait partie quand même. C'est une grosse partie de l'évaluation d'un joueur, c'est essayer de capable de mettre des points. Quand même, faut le respecter. C'est ultra important. Mais... Sauf que ça peut pas être la seule chose que tu prends en considération. Non. Les Canadiens se basent pas là-dessus parce que Slavkovski, il a pas vraiment produit puis il est sorti numéro 1. C'est ça. Sauf qu'en série, il avait bien fait. C'est ça. Dans les matchs importants. Là, c'est ça, c'est le débat aussi de à quel point est-ce que, tu sais, le fait que tu veux un centre, ça te fait faire que t'es prêt à mettre de côté des gros à peau rouge, tu sais, d'un joueur. Je pense que quand on parle de O'Brien, même si t'aimais un petit peu plus Murtica, tu pourrais faire le cas de quand même aller prendre O'Brien parce que t'as besoin d'un joueur à cette position-là. Mais quand on parle de Murtica versus Frandel, admettons, moi, je pense que là, le gap entre les deux, et les drapeaux verts de Murtica et les drapeaux rouges de Frandel justifierait d'aller prendre Murtica plus tôt, même si tu préférais avoir un centre dans le monde idéal. Fait que là, 7-8, on s'entend, faut déterminer l'ordre, mais O'Brien, Murtica? Non, je pense que O'Brien avant Murtica parce que en ayant O'Brien et en ayant Michael Hedge, qu'on a choisi l'année dernière, ça nous assure pratiquement un centre de deuxième trio. Qu'un des deux. C'est ça. Généralement, tu vas au moins avoir un des deux qui va se rendre, là. C'est pas assuré. Puis Hedge, c'est pas sûr qu'il va jouer au centre. Non, mais tu sais, admettons. Mais t'as une bonne chance qu'il y en a un des deux qui finit comme un centre, qui finit vers la deuxième ligne. Puis dans le meilleur des mondes, même si les deux arrivent à ce potentiel-là, puis que c'est des joueurs de top 6, bon ben on peut tasser Age puis le faire jouer à l'aile de O'Brien aussi. Il y a cette versatilité-là. Parce que si tu te fies sur un seul joueur pour ta future deuxième ligne, ça va pas bien. Puis tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont très hype sur, mettons, Owen Beck, mais moi je vois pas Owen Beck comme un futur deuxième centre. Non. Fait que tu sais, ça prend du choix, ça prend... Ben, on a Snake qui est dans le public. Est-ce que tu parlais d'Owen Beck? Non, il est pas là. Il est 13e attaque. Puis moi, Age, c'est juste la parenthèse, mais Age, moi, je le vois vraiment comme un boomer bust un peu, là, dans le sens que c'est le joueur qui peut arriver deuxième trio et être le centre qui vient faire 60-70 points. Le Kuznetsov du Canadien. Oui, exact. Alors que s'il fait pas dans les deux premiers trios, je vois pas tant le... Alors peut-être que O'Brien, je trouve qu'il peut plus fitter. Tu sais, il y a moins de comme risque. Et tu sais, on en parlait tantôt, la progression d'O'Brien, pour moi, est fulgurante. Puis sa créativité, les passes qu'il fait, il y a peu ou pas de joueurs qui sont capables de faire ça dans cette cuvée-là. Là. Pour moi, c'est O'Brien, pour ça. Tu sais, il se fait aussi... Age, il se fait beaucoup sur son patin. Et il y a un avantage au niveau de la NCA, il y avait un avantage au niveau de la USHL avec son patin, l'avantage va être moins grand au niveau de la Ligue nationale, tandis qu'O'Brien, il se fie 0 à son patin. Mais c'est la qualité de sa passe qui est parfaite tout le temps. Sa vitesse de réaction, c'est quelque chose que tu perds des millisecondes à chaque fois que tu montes de niveau, puis O'Brien, il l'a. Tu sais, c'est un fin joueur, quasiment 6 pieds 2. Fait que moi... Je pense que c'est unanime aussi. O'Brien. Ensuite, est-ce qu'on close ça sur Murtica au 8e rang? Ben là, c'est ça, je pense à la question, c'était Murtica puis... Moi, je suis pas fan de Murtica. J'en ai parlé à maintes reprises. Je vous invite à aller écouter les autres épisodes. Mais, écoute, défenseur droitier, 6 pieds 6. Tu veux de la valeur? Pour moi, c'est Murtica, là. Ouais, mais tu penses Murtica avant Jackson Smith? Oh, OK. Là, on rentre Jackson Smith. Parce que là, c'est sûr, tu prends le
regardes le fait qu'il shoot du côté droit. C'est une chose, je comprends ça, on a besoin de gars qui s'en vont du côté droit. Sauf que, en termes de valeur, est-ce que Brandon Murta est vraiment au même niveau que Smith? Je pense qu'en termes de valeur, Murta est supérieur compte tenu que c'est un droitier de 6 pieds 6, mais en termes d'upside et de potentiel et de projection, moi, Smith est très loin devant Murta. Ça, faut pas tomber dans ce piège-là non plus, là, parce qu'il shoot à droite, tu prends un gars qui est 2 tiers en dessous du meilleur joueur. Ouais. Tu peux, moi, je veux te dire, OK, un tiers en dessous, parce que la différence du côté qui tire ou sa position est assez importante, mais de descendre de beaucoup, à ton avis, tu sais, moi, de mon côté, ils sont quand même relativement proches, mais tu sais, pour toi, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, puis je sais que tu aimes beaucoup Smith. Mm-hmm. Est-ce que tu vas vraiment prendre Murta parce qu'il tire de la droite, puis Jackson Smith qui tire de la gauche? Moi, à mes yeux, là, Smith est un meilleur patineur que Murta. Smith est meilleur que Murta, je trouve, off the rush en zone neutre. Défensivement, Murta couvre plus de glace, là, on s'entend que ça longue portée et tout ça, mais je trouve Smith plus robuste, capable de mieux box out les joueurs adverses également. Mais Smith a des crampes au cerveau, mais ça veut pas dire que Murta n'en a pas non plus. Murta, là, des fois, il jongle avec la puck, il échappe, il a de la misère dans ses relances des fois. C'est ce qui me fait peur. Puis en zone offensive, c'est pas les meilleurs, mais Smith est meilleur, parce qu'il bouge mieux. Ouais. C'est un défenseur de 6 pieds 3 qui patine en 10-2, puis pas le meilleur shot, mais Murta non plus a pas le meilleur shot. Mais les deux sont capables d'envoyer des pucks au filet. Mais Smith est gaucher, un petit peu plus petit, mais à 6 pieds 3, on s'en fout. Puis tu sais, moi, personnellement, il y a 3 défenseurs que je vois cette année qui pourraient, on parle de plafond, devenir potentiellement des défenseurs numéro 1 dans la LNH. Il y a Schaefer, Cameron Reed, mais c'est un gars de 6 pieds. Et il y a Jackson Smith. Fait que, tu sais, si on dit que on a mis Schaefer premier, je comprends que c'est vraiment pas le même tiers de joueurs. Parce qu'on se dit, c'est pas grave d'aller chercher un défenseur gaucher, ça va juste comme enlever de la pression aux autres défenseurs. Je pense que l'argument peut être bon aussi pour Jackson Smith dans ce range-là. Là. Moi, je pense qu'il ferait la différence pour un des deux, parce que, tu sais, là, on parle de 2 défenseurs que moi, j'ai pas autant vu jouer que ce que j'aurais aimé. Jackson Smith, je pense que le seul match au complet que j'ai vu, c'était les deux des prospects contre Team USA. Donc, tu sais, c'est pas le profil complet, là. Mais je pense qu'il ferait vraiment la différence pour justement aller prendre Murta spécifique. Ça serait vraiment si lui, il avait un gros edge défensif de plus. Mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, la différence défensive est pas tant plus. Il est meilleur, selon moi. Je pense que Murta, c'est pas mal un des meilleurs défenseurs dans la WHL, mais... Moi, tu vois, je le vois pas tant, ça. Okay. Parce que je trouve que son temps de réaction en récupération de rondelles, pour moi, il est pas assez élevé. Okay. Murta. Tu veux dire, il récupère puis il fait rien avec? Sous pression, je trouve qu'il y a souvent de la misère. Okay. C'était évidemment plus visible en Tchéquie parce que la pression arrivait plus vite, là. En Tchéquie, pour moi, c'était quasiment catastrophique, là, sa récupération de rondelles. En WHL, des fois encore, je trouve que quand il se fait mettre beaucoup de pression, c'est difficile. Puis je trouve pas qu'il sert de son gabarit et de sa force physique pour protéger la rondelle ou pour box out des joueurs. Je trouve, honnêtement, à part sa longue portée, je trouve pas que son gabarit est un facteur, honnêtement. Ben moi, ça me fait peur. Je vais le dire, là, un défenseur de 6 pieds 6, on le met en ce moment dans cette conversation-là parce qu'il est 6 pieds 6. Ouais. Des dernières années, quand les défenseurs sont 6 pieds 6, ils montent. Puis c'est rare à date que je trouve que ça a valu la peine de jeter son dévolu autant tôt sur des gosses de 6 pieds 6. Puis moi, je veux dire, en ce moment, j'ai pas vu Murta dans la WHL. Je l'ai juste vu au Hlinka. Puis selon moi, c'était le meilleur joueur tchèque. Ouais. Mais encore une fois, c'est le Hlinka, fait que c'est pas... Il a progressé. Murta, il a progressé. Il est beaucoup meilleur que ce qu'il était en Tchéquie. Je dirais même meilleur qu'au Hlinka. Mais pour moi, c'est encore un gros bonhomme qui risque de jouer sur une 3e paire. Mais je pense qu'il faut prendre en considération aussi des fois qu'il y a l'effet fatigue dans ses crampes au cerveau, dans la façon justement que des fois, il peut se faire minutes, là. C'est ça, il peut se faire ramasser facilement sur le long de la rampe, se faire bloquer, tu sais. Le gars, il doit être fatigué, il veut pas, là, c'est juste 30 minutes. C'est puis, je suis pas d'accord que son patin, il est élite. On entend beaucoup ça, que c'est un patineur élite, mais... C'est un bon patineur, là. C'est pas un... Oui, il est average, là. Je sais, il y a de la misère avec ses pivots, ses cutbacks, c'est pas toujours clean. Hunshover aussi, dans sa manière de patiner, tu sais. Smith est une grosse coche au-dessus, je pense, en termes de patin. Plus agile, en tout cas. Mais s'il y en a un des deux vraiment qui a le potentiel d'être un futur premier défenseur dans la LNH, je pense que on se doit d'aller chercher, l'équipe se doit d'aller chercher ce joueur-là. Je pense réalistiquement, Smith, ça sera pas un premier défenseur. Je pense que ça va être un gars de 2e paire, possiblement.
Parce qu'il cherche encore Smith, là, tu sais, c'est un gars, je dis beaucoup de crampes au cerveau, c'est ça qui fait peur. C'est un gars, c'est pas clair, c'est un gars défensif, c'est un gars offensif, c'est un two-way. Moi, je pense qu'il y a le potentiel pour devenir un gars two-way, possiblement de première paire. Mais tu sais, pas, ça sera jamais, c'est ça, je pense, une des choses que Marca a au-dessus de Smith, selon moi, c'est que en peu de temps, il a réussi à se créer une personnalité, ou à se créer le type de joueur qu'il est capable de donner dans la Ligue nationale. Je sais qu'il est presque 1 point par match, ou il est 1 point par match, mais je pense pas que c'est un joueur offensif. Ouais. Je pense que c'est un joueur qui va être défensif avec une bonne première passe. Mais il s'est plus créé une identité comparativement à Smith qui, jusqu'à là, on sait pas encore. De quel côté qu'il s'en va, on verra. C'est l'argument que j'ai déjà sorti sur Murteka, c'est que si tu veux un gars que son offensive va être transposable dans la LNH, il y a des meilleures options que Murteka. Ouais. Puis si tu veux un gars purement défensif, à la limite, il y a des meilleurs défenseurs défensifs format géant que Murteka, je pense. Là. Tu sais, des gars comme Peyton Kettles pis tout ça, là, Jacob Rombach, à mon avis, défensivement, sont meilleurs que Murteka. Ouais, mais ils sont pas capables de sortir la rondelle. Murteka, c'est pas toujours facile non plus. Non, c'est quand même plus projectable, là, comparativement, tu sais. Parce que c'est pas juste défense puis offense, tu sais, entre les deux. Il y a sortir la rondelle dans l'arrière de ton net, il a évadé la pression qui arrive vers toi, il a lancé la rondelle à un joueur on the move. Il y a plusieurs options, plusieurs choses à faire entre ta zone puis l'autre zone. Fait que, c'est pas juste. Mais c'est quoi le plafond de Murteka, mettons? Bon, c'est le top. Je pense pas que c'est un gars de première ligne, de première paire, là. Tandis que Jackson Smith, il pourrait être dans le meilleur des mondes tout hit. Ça se pourrait, là. Mais... Qu'on évoque Jackson Smith à ce rang-là, ou il y a d'autres gars qui voulaient entrer dans la conversation? On n'a pas parlé de Lakovic-Hubert. Il y a Frandel qui est encore sur la table. Moi, j'ai juste le hic. Je veux pas qu'on s'éternise, là, mais j'ai juste le hic que l'organisation du Canadien, on est comme pas mal égalité entre Smith et Murteka. Comme il avait dit pour Randbacker, il avait dit si le défenseur et l'attaquant sont égales, on va y aller pour le défenseur. Puis moi, je pense que là, ça va être la même affaire de si le défenseur gaucher puis le défenseur droitier sont égaux, ils vont aller pour le droitier. Moi, je pense que Murteka va sortir. Ma prédiction osée que j'ai sortie l'autre fois, c'était qu'il va sortir top 6. Mais tu sais, réalistiquement, je pense top 8, Murteka va être sorti. Pas mal certain. Là. Bref, est-ce qu'on s'entend sur Smith ou est-ce que c'est à l'aise avec ça? Smith en mettant le point que c'est pas nécessairement une prédiction de ce que le Canadien ferait, mais que, en notre avis, si on montait un joueur pour le Canadien, c'est ça. Nous, c'est ça. C'est que demain matin, nous autres, mettons, là, que, il existe plus. Il y a plus rien, là, qui existe dans l'organisation du CH, puis demain matin, il engage nous 4, là, pour y aller, dire, Jackson allez. Smith. Allez à l'outside. On y va pour l'outside. En même temps, c'est sûr, si les Canadiens ne choisissent pas ce que nous on choisit, c'est parce qu'ils connaissent pas leur job. C'est sûr. On a la vérité. Jackson? On peut y aller avec Jackson Smith. Ensuite, est-ce qu'on plug Murteka là? Est-ce qu'on rentre Frandel? Frandel, moi, personnellement, je suis pas vendu encore. Est-ce que Carter Bear rentre dans la conversation? On est rendu au 9e. Je pense qu'il y a des joueurs comme Lakovic et Bear, ça commence pas mal. Moi, c'est même Victor Eklund, là. Ouais, on n'a pas parlé, mais... Moi, le nom là-dedans, là, qui commence à me flasher vraiment, puis encore une fois, c'est un gars que, comme ceux qu'on parlait avant, c'est pas celui que j'ai le plus vu, puis j'aimerais ça plus le voir, mais hier, je vous ai entendu parler de Lakovic. Je regarde la 16, je regarde la production, puis tous les atouts comment vous le décriviez hier, puis moi, je pense que dans ces eaux-là, aller de 6 pieds 4 comme ça commence à vraiment m'intéresser, tu sais, autour du 9e rang. Non, c'est ça, je pense que c'est... J'aime Radim Murteka probablement plus que toi, tu l'aimes, sauf que, tu sais, rendu là... David Betkowski avait Murteka. Mais tu sais, rendu là, Lakovic, je trouve que c'est dur de passer par-dessus. Bear, je trouve que ça commence à être dur de passer par-dessus. Eklund, c'est commence à être très dur de passer par-dessus. Ouais, ben personnellement, je prendrais Lakovic ou Bear avant Eklund quand même si Eklund, je crois, a le meilleur plafond offensif, mais ça reste quand même un gars en bas de 6 pieds, même si je pense pas que son gabarit de 5 et 11 soit un enjeu dans la LNH vu la hargne qu'il apporte. Ouais. Mais là, mettons qu'on parle Lakovic versus Bear, on va chercher la hargne ou le gabarit? Pour moi, Lakovic est plus talentueux, il est plus gros, mais Bear... Moi, je pense qu'il va pour le même argument que, tu sais, ce qu'on disait tantôt de, hey, en septembre, si on avait cette discussion-là, pendant que Kirby Dach, on disait ça va être notre deuxième centre potentiellement, bon, là, le débat est différent, mais maintenant que tu as ce trou-là, tu sais, de 6 pieds 3 qui vient de se faire, tu as une option autant talentueuse que Lakovic à 6 pieds 4 qui peut venir plugger potentiellement ce trou-là. Je pense que c'est vraiment difficile de passer à côté de ça.
même si Carter Bear, tu sais, on parle de l'amélioration, c'est aussi un joueur qui, tu sais, s'est démarqué pour une raison, là, depuis le début de la saison, parce qu'il s'améliore aussi, puis il travaille de plus en plus fort, là. Mais je pense que Lakovic, c'est trop difficile de passer à côté. Puis, j'ai un argument qui est valide pour les deux, mais les deux sont gauchers, right? Lakovic puis Bear? Il me faut une vérification. Ouais, je pense que je vais t'amener ça tout de suite, là. Mais, gaucher, ouais. Je pense que les deux sont gauchers, puis c'est des rares gauchers. Lakovic a perdu son peut-être le meilleur joueur avec Jagr, puis il joue dans une équipe qui est Moose Jaw, c'est épouvantable. Très épouvantable. Faut mettre dans le contexte, si les gens regardent les stats de Lakovic, ils font comme moi, le gars produit pas tant. Mais oui, mais l'an dernier, là, il y avait Matechuk, Savoy, Jagr, puis Furcus dans cette équipe-là. Puis là, ils sont tous là. Il est tout seul, Lakovic, dans cette équipe-là. Là. Tu regardes juste les tools en tant que tel, tu sais, un gars de 6'4" qui fly comme qui peut fly. Tu sais, quand tu regardes Lakovic, comme je disais hier, là, il y a quelque chose qui pop. Mm-hmm. Tu regardes ce joueur-là, même quand c'est dans le match là, CHL versus USA, là, il sortait. C'était un des meilleurs joueurs. Il sortait beaucoup, puis parce que tu regardes ce gars-là, puis il est pas absent, il est pas comme Higgins hier. Mm-hmm. Tu le vois toujours, quand il est sur la glace, tu le vois, il est présent, il fait quelque chose avec la rondelle. Ouais. Fait que j'aime beaucoup, mais en même temps, Carter Bear pourrait être comme un genre de... Le Leonard Light, ouais, c'est ça. Il est pas autant punch in the face de faire comme ça. Hein. Il a pas autant cette attitude-là, même s'il l'a un peu, sauf que il est dans le même moule, là, si on veut. Puis, pour moi, en transition, Lakovic, c'est un des très bons joueurs du draft, à mon avis. Je comprends, c'est pas le gars qui prend le plus le sens, c'est pas le gars le plus robuste, sauf que, contrairement à un gars de 5 et 11, il y a les outils physiques. Ouais, ça peut venir. Puis, que le gars soit pas robuste, en série, le mec s'abrasse, t'as quand même un gars de 6 pieds 4 qui va probablement finir à 2,10 ou je sais pas, en termes de poids. On y va-tu Lakovic ensuite Bear? Est-ce qu'on... Moi, c'est deux gars que j'adore, là. Moi, Bear, c'est vraiment... C'est comme un peu tous les attributs d'un joueur qui font que je l'aime. Ouais. Fait que je suis biaisé, là, parce que c'est comme exactement... Comme, le joueur. Moi aussi. Vraiment, il est dans le mille. Mais... mais je peux le laisser Lakovic devant. Je vais pas me battre. Ouais, moi, est-ce qu'on classe ça, ces deux-là, back-to-back? Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Lakovic Bear? Ouais. Fait que là, ça, c'était 9 et 10, hein. C'est rare que Bear soit en avant de Eklund. Fait que là, à 11 ans. Ouais, ben, à 11, il y a Murteka qui est encore sur le board. Strandel, Eklund. Est-ce qu'on veut rentrer d'autres noms ou faut clairer ces trois-là avant? Il y a Justin Carbonneau, je pense qu'il va s'en venir dans les discussions dans pas long. Ouais. Est-ce qu'il est trop, vous autres, vous êtes les deux gars spécialisés de la Q. Est-ce que Justin Carbonneau, pour vous, c'est trop tôt dans les discussions? Justin Carbonneau, le potentiel est tellement haut, mais c'est juste que, encore une fois, on parle d'un gars que, pour moi, ses problèmes, c'est drôle de phrase, ses problèmes sont vraiment problématiques. Je trouve que, tu sais, juste au début de la saison, on dirait qu'encore une fois, on parle d'un gars qui a un grand gabarit, mais que il joue pas tout le temps comme si, justement, il faisait son, c'est quoi, le 6 pieds 2 à peu près, là? 6 pieds 1. 6 pieds 1. Il est très lourd. Ouais. C'est ça, il est massif, ça, la glace, je trouve. Ouais, vraiment. Il est épais comme Bergerin. Bergerin disait. Fait que, ça, c'est sur tape. Justin Carbonneau est épais. Dis pas ça. Mais de la manière positive. Je l'aime. Ouais, écoute, sachant que certains des TikTok se rendent à des gars de la CHL, peut-être ça va se rendre. Justin, je te supporte. Puis, puis Murteka, je m'excuse pour la vidéo de toi qui glisse sur une banane. Je sais que tu l'as vu. Viens pas me péter la gueule, s'il te plaît. Mais Justin Carbonneau, je pense que c'est vraiment quelqu'un que tu vas prendre pour pas ce qui est... On en parlait hier là, de qu'est-ce que tu penses qu'un joueur peut devenir si tu crois justement au projet, que tu peux juste régler un tout petit peu les problèmes de prise de décision. Tu le prends vraiment pour ce qu'il peut devenir parce que je pense que le plafond est quand même très, très haut avec ce joueur-là. Il y a la vitesse, il y a les mains. C'est vraiment juste une question de comme, OK, une fois que tu as fait ton entrée de zone, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu sais, cette petite décision-là qui prend 0,5 secondes à faire, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure. Puis des fois, on le voit, tu sais, mettre des points un peu à la junior. Ben, il fait le tour de la zone offensive 3 fois, puis il la met dedans. Comme, mais il utilise pas une tonne ses coéquipiers. Non, puis c'est... Mais des fois, moi, j'aurais tendance à dire, peut-être que c'est juste à tomber ces matchs que j'ai vus puis qu'on est allé voir, mais moi, c'est défaut de prise de décision, des fois, je trouve, puis son temps de réaction, des fois, je trouve que c'est
comme si il veut trop, des fois, leur donner au lieu, il y a un bon tir. Puis des fois, je suis comme, utilise-le. Puis là, on dirait qu'il veut la donner. Mais après, c'est ça, il va faire le tour 3 fois. Fait que c'est comme, t'as un chef qui a l'air comme trop généreux ou de trop penser. Puis le chef d'après, il se dit, OK, non, c'est moi qui la mets dedans. C'est moi, la ça game. va marcher le premier coup, là, je vois. C'est la game que je l'ai moi, je fait la mettrais live. pas tout de suite. Ouais. Ben, ok, c'est bon. Mais tu sais, moi, Je pense qu'en termes de potentiel, il est aussi haut que les joueurs là, qu'on parle de tantôt, sauf que je pense que les chances qu'ils se rendent à ce potentiel-là sont un peu plus basses. C'est sûr qu'on a entendu. D'accord avec ça, moi. C'est sûr qu'on a entendu les deux pets à l'Osio, c'est sûr. C'était-tu un pet? C'est pas. Tu mettras ça après dans les bloopers. Sinon, si on parle des autres qui étaient là, il y a quelqu'un dans le public qui a des flatulences. C'est qui? Là, c'est le gars. C'est Snake? C'est Snake? C'est le gars de la lumière. C'est l'éclairage. C'est pour ça que l'éclairage est shake. Mais un des autres joueurs qu'on disait qui était là, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais que justement, j'ai eu un gros dilemme avec lui où j'ai vraiment de la misère à le placer, c'est Eklund, le Suédois. J'avais beaucoup regardé lui avec Frandel au début de la saison pour, tu sais, justement, me faire une tête, qu'est-ce que je préfère. Souvent, il était collé dans les listes, puis ça a pas été long que... Sorry. C'est des jokes de pète, c'est efficace. Moi, je te regarde. Oui, moi aussi, je me regarde. On peut finir le podcast avec les yeux fermés. Mais, ouais, ça n'a pas été long que Eklund, je l'ai vraiment mis plus haut que Frandel. Je pense que c'est un joueur que, tu sais, off the puck, c'est difficile à trouver des choses que j'aime pas. On parlait d'intensité chez Carter Bear. Lui aussi, là, même si peut-être un petit peu moins parfait dans le jeu. Moins efficace en récupération de rondelles. Ouais. Je dirais que parce que Carter Bear, on n'a pas assez vite, là. Je pense que les gens en ont beaucoup entendu parler, mais Bear, c'est parce qu'il gagne 100% de ses rondelles, là. Ouais, c'est Ouais. Bear, il est bon pour aller, c'est ça, avec le pickpocket, gagner l'intérieur, gagner l'avantage. Eklund, il fait bien, mais moins. Eklund, c'est parce qu'il a la hargne, il aime ça aller au centre, puis c'est ce que j'aime beaucoup de Eklund. Pour moi, Eklund est devant Frandel depuis le début de la saison. Frandel, aucune question. C'est juste que moi, Eklund, je le vois vraiment comme le gars que tu vas prendre comme joueur de support, qui vient vraiment bien compléter un trio. Tu sais, faut que tu aies un plan pour lui. Fait que, tu sais, c'est juste question de un gars comme ça, là, que t'aimes beaucoup, mais que tu sais qu'il est plus dans ce rôle-là de support. Où est-ce que tu le prends? T'sais, est-ce que, là, on parlait de, tu sais, justement, Justin Carbonneau avant, je pense que j'irais prendre Eklund avant à cause de l'aspect, tu sais, sécurité. Mais reste que, tu sais, si tu prends juste sur le plafond, tu vas aller prendre Carbonneau plutôt que Eklund, à mon avis. Mais moi, je pense qu'Eklund, il y a un plafond. Offensivement, c'est d'un bon joueur, probablement le meilleur joueur qui reste, je crois. Honnêtement, là, le patin, les mains, il y a une bonne vision également. Je pense que t'es assez high sur Eklund ou Ben, dans mon dernier ranking, j'ai Carbonneau, Eklund juste en dessous. OK. Fait que, pour moi, c'est deux joueurs. J'aime mieux Carbonneau qu'Eklund. Oh, okay. Ma question, c'est plus... non, je veux dire, Eklund, il y a le travail, il y a l'aspect projectabilité, si c'est un mot qui se dit en français. Là. Son frère est dans la LNH? Non, mais c'est ça, mais il y a... Non, mais ça joue. En termes de skills, y a-tu les skills de William? C'est plus ça ma question, tu sais. Je pense que j'ai un peu moins, j'ai l'impression que William... Ouais, c'est ça. Moi, j'adorais Eklund, William. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, je l'aimais beaucoup, mais je pense qu'il y avait plus de talent naturel que son frère. Mais son frère a un peu plus de hargne. Mais est-ce que ça vient compenser? Je sais pas, mais en même temps, William était pris quoi, 5e, un affaire comme ça, là? 7e. 7e? Ouais. OK. Puis, là, on n'a pas reparlé de Murteka, mais on l'a pas pris non plus. Parce que là, pour moi, les gars qui restent, que ce soit... Ben, en fait, il y a deux gars, je pense, offensivement qui se démarquent. Carbonneau puis Eklund. Il y en a peut-être que j'oublie, là, j'ai pas la liste devant moi, mais pour moi, c'est les... Si tu veux de l'upside offensif, c'est ces deux gars-là. Après, il y a des gars plates mais projectables, soit Frandel, Spence, on n'a pas parlé encore. Puis ben Murteka, là, Mais Carbonneau, si je peux juste amener quelque chose qu'il faut des fois considérer, puis on le considère souvent, là, mais c'est que c'est un late. Puis lui, il a été repêché pas la même année que Desnoyers. Donc, il a été repêché un an avant. Ouais, déjà un an de plus. Là, il y a des stats de fou, Carbonneau, là. Mais c'est comme s'il jouait. Mais c'est comme s'il jouait son année. Lui, il joue son année de 18 ans. Ouais, mais Lakovic, Bear, Spence, c'est tous des late aussi. Tous les gars dans ce range-là. Eklund est très late. Eklund aussi est très late. Mais ce que je veux juste amener pour Carbonneau, c'est le fait que
c'est comme si, mettons, tu sais, on parlait de son coéquipier Nobert, qui lui est à son année plus de 17 ans. Moi, c'est juste un truc que je veux amener à Carbonneau que je me dis, il y a une amélioration. Carbonneau était déjà bon l'année passée. Il était déjà bon. Ouais. Mais là, il y a une amélioration. Clairement, il est plus confiant. Clairement, la GMQ, c'est établi pour lui. Ouais. C'est juste des trucs que moi, des fois, je me dis, pour moi, le facteur late ne me dérange pas, surtout compte tenu qu'il est au travers de toutes des lates. Mais c'est surtout, y a-tu de la progression par rapport à l'année dernière? Moi, je l'ai pas vraiment regardé l'année dernière. Vous l'avez plus vu jouer que moi, mais la progression où est-ce qu'elle est? Oui, il y en a. Moi, j'en vois des petits, mais c'est juste que c'est pas les gros problèmes se règlent pas. Tu sais, nécessairement, admettons, je disais l'année dernière, j'avais des matchs que je regardais, puis j'avais l'impression que justement, tu sais, il y a un gros physique, mais tu sais, qui jouait vraiment comme un joueur de 5 pieds 8 des fois. Tu sais, utiliser juste sa vitesse, juste son tir. Cette saison, on le voit beaucoup moins faire ça. On le voit être vraiment plus conscient que, hey, tu sais, justement, c'est un des gros gars sur la glace sans être le plus épais. Moi, la game live que j'ai vue de lui, il y a une séquence méga bévue en défense qui a causé, manqué, coûté un but à son équipe. Il a repogné à la POC, il a monté, s'est servi de son patin pour battre le défenseur de vitesse, puis il s'est servi de son excellent lancer pour scorer. Comme, c'est pas mal ça, là. Tu sais, il va te faire des grosses erreurs, mais en termes de skill, il y avait les mains, le patin pour battre le gars, puis il y avait le lancer pour battre le gardien. Le problème que Jules aussi a dit tantôt, là, tu sais, du fait de tirer sur le filet. Moi, c'est quelque chose que quand ce genre de petits problèmes-là se règle pas, ça m'énerve. Au bout de la saison, tu sais, quand là, on s'approche des séries de la LHMQ, puis on le voit encore avoir des présences sur le powerplay où il y a 3 chances de tirer, mais il en utilise juste une des 3. Ouais. Ça, il me semble, c'est pas le plus gros problème à régler. C'est de juste se faire confiance, puis quand t'as la ligne de tir, aie confiance dans ton tir, puis prends-le. Ouais, puis je pense que des fois, c'est aussi que c'est le gars, présentement, il est pas nécessairement dans la chaise qu'il va être. Il est pas dans la bonne chaise. Tu sais, en ce moment, il est dans la chaise qu'il faut qu'il fasse pas mal de tout. Dans la LNH, ce sera pas le meilleur joueur de son équipe. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'adapter. Tu sais, Martin, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je pense que c'est ça aussi, là. Même Martin, deuxième meilleur joueur sur ta ligne, je pense que c'est pas le même joueur qu'en ce moment. Plus léger, dans le sens qu'il y a une pression. Ouais. Mais il y a une prochaine, moi, ce que j'aime de Carbonneau, il y a une vitesse, comme il y a une deuxième vitesse. Ouais. Tu l'as dit, tu sais, il fait une erreur, mais après, il se reprend, puis c'est souvent ça. Moi, je le vois souvent, là, il va faire peut-être un chiffre moins bon, puis le chiffre d'après, ou le power play d'après, là, il avait fait un mauvais jeu le dernier. Là, tu vois qu'il il y a comme une frustration contre lui, là. Fait que ça, c'est un truc que tu pourrais aimer, tu sais. Il y a du chien, je pense que oui. Il se frustre. Est-ce que je le mets, là, c'est qu'on est rendu 11e? 11e. Non, on est rendu 11e, puis tu sais, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, tu sais. Personnellement, je suis un des seuls là, qui a Carbonneau en avant de Eklund. J'imagine que j'ai pas la science incluse. Il y a plein de monde la majorité du monde ont Eklund en avant de lui. Fait que c'est il y a peut-être une raison pour ça. C'est peut-être moi qui est fou. Fait que peut-être que Eklund devrait être en avant de Carbonneau parce qu'il est plus côté projection, c'est beaucoup plus facile d'insérer Eklund dans un top 6 que de prendre Carbonneau puis dire hey, règle tous tes problèmes avant de rentrer dans top 6. Moi, j'aime beaucoup son niveau de skill, mais je pense que Eklund devrait quand même être en avant de Carbonneau pour... Est-ce qu'on y va... Mais puis Murteka, est-ce qu'on glisse là? Moi, je mettrais pour l'aspect sécurité, Eklund 11e, puis après ça, Murteka, puis après ça, Carbonneau. Parce que, tu sais, après ça, Murteka, Carbonneau, les problèmes qu'on a avec eux, là, à la fin de la journée, sont en étant 2 joueurs complètement différents, sont quand même similaires. Tu sais, c'est des joueurs que si tout marche, ils peuvent être ultra utiles, puis tu sais, être un joueur vraiment indispensable à leur équipe, sauf que il y a beaucoup plus de drapeaux rouges qu'un joueur comme Eklund qui, justement, va être peut-être un petit peu moins utile, mais beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus facile à projeter où est-ce que tu le mets dans ton équipe. Tu sais, même à la limite, c'est un repêchage pour le Canadien, tu sais, Frondel devrait même peut-être être en avant de Carbonneau. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense ça aussi. C'est vrai. Ben, écoute, ça va accélérer le podcast en maudit, mais moi, je pense qu'on peut quasiment clairer 4 fois. On mettrait Eklund, Frondel. Murteka avant Frondel. Moi, Murteka ou Frondel, les deux, je suis correct. Moi, je pense que j'irais Frondel, justement, à cause de centre. Tantôt, l'aspect de pourquoi est-ce que, tu sais, je me souviens plus c'est quel numéro qu'on l'avait mis. Moi, je pense à 3, là, quand on en a vraiment parlé. C'est comme tu veux pas aller prendre un centre de middle six au 3e choix. Ouais. Maintenant, quand on parle de 12, 13, absolument que si le gars, tu sais, middle six avec une chance d'être 2e trio, ben oui, absolument, donne-moi là, dans ces réseaux-là. Là. Ouais. Fait que Eklund, Frondel, Murteka, Carbonneau. Ouais. Podcast terminé. Bonne nuit tout le monde. Ben, tu sais,
pendant que tu l'écris, je vais commencer tout de suite à lancer des noms que, pour moi, on les classera pas, on changera pas ce qui a été fait, mais Hensler, Malcolm Spence, je pense que c'est deux gars au plancher quand même assez élevé qu'on doit commencer à considérer dans ce rang-là. Dans ce rang-là, ouais. Je lance d'autres noms. Dites-moi juste, est-ce que le Canadien les met dans ce range-là ou non? Mais Cameron Schmidt, est-ce que le Canadien pourrait être intéressé par un Cameron Schmidt? Non. Quand tu parles de justement les autres noms qui étaient disponibles, tu sais, juste Spencer dit, ils ont tous quelque chose, c'est qu'ils amènent, mais c'est juste Schmidt, il remplit. Quand tu regardes le top 6 du Canadien en ce moment, il y a pas de place là-dedans. C'est juste ça fit pas. Tu sais, même si tout rentrait, tu peux pas avoir Caulfield puis Schmidt dans le même top 6. Tu sais, c'est juste, tu peux pas gagner une Coupe Stanley avec ça, à mon avis. Tu sais, puis Caulfield est rendu là. Ouais. Ça veut pas dire que Schmidt va se rendre là. Puis on a pas perdre un choix pour juste insérer un deuxième 5 et 8 dans ton top 6 si jamais c'est ça. Puis tu sais, Cameron Reed aussi, que moi, personnellement, j'adore, je l'ai classé 15e. Je pense pas que ce soit une option pour le CH avant au moins comme le 24e choix, là. Ça reste un défenseur de 6 pieds. Un peu dans le moule à Hudson, là. Tu sais, il vient cocher pas mal toutes les mêmes cases, il est juste un peu plus grand. Fait que moi, les deux Cameron, Schmidt, Reed, pour moi, je les écarte pour l'instant. Il y a Logan Hensler. Il faudrait parler. Malcolm Spence, que moi, personnellement, j'adore. Moi aussi. Tu sais, si c'était juste de moi, j'aurais même Spence avant Frandel puis Carbonneau, tout ça. Mais je suis conscient que moi, je suis vraiment beaucoup trop high sur Spence, là. Mais je le sais pas, tu sais, Puis il était high au début de la saison, là. Ouais, mais on va en parler. Puis l'autre qu'on n'a pas parlé encore, qu'on peut peut-être glisser dans la conversation, c'est Blake Fiddler. Oh. OK. Je sais pas si vous avez d'autres noms que vous verriez dans ce range-là. Ben, je vous le demande, mais Brady Martin, il était haut sa liste de Mackenzie. Je pense que Martin va sortir tôt. Bien, on va en ajouter un autre nom, Bill Zonon. Ben, j'allais aussi parler de Bill. Parce que moi, je crois que Martin, Zonon vont sortir top 20 et très proche top 15. Je serais vraiment pas surpris de voir Zonon sortir autour de ça 15-16. J'ai même dit, lors du dernier épisode, je pense que Zonon va sortir avant Carbonneau, juste parce que c'est un gros centre. Ben, c'est ça. Zonon, lui, l'aspect qu'il y a qui est vraiment gros pour lui, c'est que la saison dernière, il jouait sur l'aile. Cette année, il joue au centre. Fait que, tu sais, t'as un joueur grand comme ça, que, tu sais, sa mobilité, sa façon d'accélérer est vraiment weird, mais, tu sais, ça reste que c'est un joueur que, moi, je dis, tu peux patiner tant que tu veux, tant que j'ai pas l'impression que ça te nuit. Tu sais, moi, les mots que j'ai dit hier, moi, c'est, je mesure pas. Je comprends la technique de patinage, c'est important, ça peut se corriger. Au final, c'est quoi ton output? Ouais, mais moi, c'est ça que je mesure, là. C'est ça, mais c'est Zonon. Il y a un bel output. Oui, il y a un bel output, puis ça s'améliore aussi, tu sais, puis un joueur juste comme ça qui est capable de faire le switch à centre en une saison, puis tu sais, au début de la saison, on a eu des matchs où c'était un petit peu weird, où tu sais, il y avait encore ces tendances d'aller, parce que c'est normal, il avait jamais joué au centre avant, puis là maintenant, tu sais, on parle encore d'amélioration, d'être capable de développer une toute nouvelle position, puis tu sais, de s'adapter autant facilement que ça, je pense que c'est très, très alléchant pour une équipe, mais tu sais, là, tu rentres encore dans l'aspect, pourquoi est-ce que tu prendrais Zonon ou bien Spence au-dessus d'un Carbonneau, c'est l'aspect sécurité, et ces gars-là, tu sais, tu peux les projeter. Puis Spence, admettons, là, si tu le prends et tu dis peut-être qu'il va aller sur mon deuxième trio, même s'il rentre pas là, il y a de la taille, il y a de la vitesse, il peut jouer sur un bottom six aussi. Hein. C'est parce que Malcolm Spence, okay, je vais faire mon pitch de vente, là. Je comprends l'argument que les gens le voient comme un bottom six, parce que je le vois que l'upside offensif est limité, mais je pense qu'on a le réflexe de penser que tous les joueurs dans un top 6, c'est tous des gars de talent, mais c'est pas vrai. Tu sais, t'as besoin de des gars comme Malcolm Spence, des joueurs complémentaires. Puis je pense que s'il y a un gars qui peut devenir un joueur complémentaire élite au prochain niveau, je pense que c'est Malcolm Spence. C'est un gars qui pense bien la game, c'est un gars qui a un excellent shot du bumper, c'est un gars qui est capable de jouer robuste, qui joue two-way incroyable, qui a le patin. Il y a pas tant de failles dans son jeu, là, tu sais. Il y a un peu le Branson Nygaard de cette année. Ouais. Puis moi, c'est un Branson Nygaard, je l'avais 10e, je pense, la saison dernière. Middle six assuré, là. Middle six assuré. Puis aussi, ce que j'aime de Spence, c'est que je pense que c'est un leader. Je pense que c'est un gars, éventuellement, là, il va être assistant capitaine, peut-être même capitaine dans la LNH, tu sais. Dernier épisode, tu sais, c'est pas 100% bon comme comparaison, mais tu sais, genre de carrière à la Dustin Brown, là, tu sais. Je le vois devenir ce gars-là, que tu vas regarder ça 10 ans, 10, 15 ans après, tu vas faire comme,
ouais, le gars, il a eu une méchante belle carrière. Tu sais, Dustin Brown, 1300 matchs, il a eu des saisons de 30 buts, il a gagné 2 Coupes Stanley, médaille olympique, il était capitaine de son équipe, meneur d'un plaqué quasiment à chaque saison pour son équipe. Mais tu dis que tu repêches un Dustin Brown top 10, tout le monde fait comme c'est pas sexy, tu sais. Puis je crois que Spence peut devenir ce gars-là. C'est peut-être un reach. Tu sais, moi, il y a des games que j'ai vus, entre autres comme contre Brampton, qui était meilleur que Martin, là, qui a vraiment pris les choses en main et qui a été dominant. Là, oui, puis il y a bien les bases. Tu sais, c'est pas comme on parle pas d'un joueur, c'est quand on dit lacune offensive. Comparé au gros nom, c'est sûr que tu sais, il est un peu moins producteur offensif, mais il est capable d'amener les pucks au filet, toutes les bases offensives. Il n'y a pas de red flag. Non, c'est ça. Il y a pas de red flag, c'est ça qui a fait un peu son malheur, là, dans le sens il y a beaucoup de personnes qui l'ont descendu parce que justement pas de red flag, mais pas plus haut qu'un troisième trio. Mais moi, je le vois vraiment, tu sais, venir compléter un peu le même point que Eklund, pas les mêmes projections pour les joueurs, mais tu sais, le même point dans le sens, si tu le prends puis tu sais où est-ce que tu vas le faire jouer sur ton deuxième trio, tu sais qui est-ce qui vient compléter puis tu le mets avec des teammates de qualité. Tu peux juste pas dépendre sur lui pour driver toute ta deuxième ligne, tu sais. C'est pas le centre d'attention de ta deuxième ligne, mais c'est quelqu'un qui vient parfaitement compléter ta deuxième ligne. Il va jouer dans la du net ou sur le bumper sur assurément PP2, peut-être même PP1. C'est un gars qui excelle autour du filet, tu sais. Puis il va jouer sur ton piqué 1, il va jouer... Il faut check hard aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait ça sur les défenseurs, vraiment. Il est capable de transporter la rondelle en transition. Quand il chip la puck à l'intérieur, puis tu vas la chercher, il va la chercher avec intensité, là. C'est pas, il fait pas cette fait de moi à puck, là. Non. Tu sais, je pense pas que, si je repêcherais pas Spence top 10, vu le manque d'upside. Pas que le premier choix du Canadien, mais je le classe encore 10e sur ma liste parce que je crois que dans un redraft dans 15 ans, Spence va être dans les top. Il y a un impact hors des statistiques. Moi, j'ai juste une question à vous poser parce que j'ai pas vu Spence depuis janvier, puis c'était une game cross. Il y a une bonne vitesse. Ouais. L'accélération, c'est peut-être pas ma préférée. Mais moi, le seul petit hic, c'est je trouve qu'en vitesse de pointe, sa possession de rondelle, je la trouve un peu défaillante. Fait que c'est peut-être pas le gars qui... Tu sais, c'est ça, il y a une bonne vitesse pour faire de la pression, suivre le gars qui va vite avec lui. Mais pas en possession. Mais pas en possession. Fait que moi, c'est juste là que je me... Tu sais, comme on dit, c'est un joueur complémentaire. Mais tu sais, c'est ça. Tu le mets à côté de Demidov, là. Il a pas besoin de la puck. Il le suit, mais c'est ça. Il fait qu'il est capable de le suivre. Puis il est assez intelligent. Tu sais, on parle que... Ben, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais une des forces de Desnoyers, c'est que oui, il est capable de rendre les autres meilleurs autour de lui, mais il est capable de jouer avec les meilleurs. Même si Desnoyers, c'est pas le gars le plus skilled, tu le mets avec, on l'a vu, là, que ce soit avec un Martin, un McKenna, Nemeth, il est capable de suivre ces gars-là. Je pense que Spence est capable aussi. Puis Spence autour du net, là, il est dangereux. Là. Ben, c'est au U18, je pense que Spence, il jouait dans les trios avec aussi Linka, là, je pense. Mais il jouait avec Martin. Martin, je jouais avec McKenna, mais je me rappelle qu'il était comme dans un gros nombre du U18. Puis il y avait eu un super bon U18. Il y avait eu un très bon point par match à U18, là. Mais tu sais, il a commencé haut dans tous les rankings. Mais tu sais, le gars, il a du compete. Le gars, tu sais, je pense que c'est un gagnant aussi. Je pense que ça va être un leader. Il est déjà assistant capitaine dans son équipe. On juste du compete, on prend Spence puis HSN. C'est fini. Mais tu sais, moi, personnellement, je suis encore très high sur Spence. Je comprends les critiques à son égard. Je comprends pourquoi il y en a qui le mettent 18 ou même en dehors du top 20. Et je pense que c'est un gars qui va être meilleur que son rang de sélection. Je suis complètement d'accord. Tu vas avoir de la valeur. Est-ce qu'on y va avec... parce que là, c'est... on n'a pas parlé de Logan Hensler. Ouais, on peut en parler. Si on parle de Spence pis c'est qui l'autre qu'on parlait avant Spence, c'était Carbonneau? Non, Carbonneau. Qui c'est qu'on plaçait avant? On parle-tu de Zonon? Ouais, si on parle de Zonon pis Spence, je pense que Hensler commençait pas mal à cette conversation. Fiddler. Moi, c'est les 4 que je vois là. Fiddler, j'ai plus de misère, je la mets au début. Fait qu'on écarte Fiddler pour l'instant. Est-ce que Zonon est dans la discussion ou là, c'est vraiment Hensler contre Spence? Ça, c'est le numéro combien? C'est 15, on est rendu au 7. Numéro 15, ouais. Ça, il nous en reste 2, techniquement. Ouais, on mettra des honorable mentions au pire, mais... Ben, pour Zonon, comme tu l'as dit, son coup de patin, il est weird, mais moi, je trouve pas que ça l'empêche de rien. Il est autant agressif. Il est Zonon au-dessus de Martin, au-dessus de Coots ou... On n'a pas parlé de Braden Coots, c'est vrai. Moi, je l'aime beaucoup, là. Ouais. Mais Hensler, c'est pas justement encore un peu comme d'autres joueurs qu'on a vu
qu'on a parlé plus tôt, c'est pas le joueur que j'ai le plus regardé, mais reste que, tu sais, encore une fois, un grand défenseur droit qui est capable de tu sais, produire en NCAA à un rythme correct. Ça va mieux que ça allait, là. Ouais, mais c'est ça, c'est pas un gars très offensif, mais tu sais, c'est encore là, le comparé, c'est pas un 100%, mais en termes de, c'est qu'est-ce que le gars peut apporter, tu sais, Reinbacker, Hensler, pour moi, c'est quand même assez similaire. Des gars qui ont des bons patins, peuvent jouer physique, peuvent supporter l'attaque, mais ça sera jamais ton corps arrière sur le jeu de puissance, mais, tu sais, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je vois pas Hensler du tout comme Reinbacker. Je trouve que Reinbacker est beaucoup plus solide défensivement, à mon avis. Cette année, Hensler, c'est tough défensivement, là, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a le potentiel pour être bon. Ouais, non, c'est ça, en termes de potentiel, ça se peut, mais, tu sais, Reinbacker, c'est une valeur sûre. C'est presque sûr qu'il va jouer dans ton top 4, qu'il va être une bise défensivement. Mais Logan Hensler, je trouve c'est un joueur sans identité. Il sait pas où il s'en va du tout. Mais c'est parce que moi, j'ai encore l'image beaucoup de lui de l'année dernière. Moi, en début de saison, Hensler, je le mettais peut-être 9-10e. Je disais, devant moi, c'est le gars qui va cimenter sa place. Il va cimenter sa place 6-7e. Ça va être un gars 100% transposable dans un top 4. Tout le monde. C'est pour ça que la comparaison avec Reinbacker, mais je suis d'accord, cette année, Hensler sous pression pourri, là, cette année. Ah, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, le gars, côté athlétique, il est 6 pieds 2, 6 pieds 3. 6 pieds 2. Puis il patine super bien, il est très fluide. Très le plus rapide, mais il est très, très, très fluide et agile sur ses patins. Mais il est ni bon en offense, ni bon en défense. Fait que, tu sais, sous pression. Fait que, tu sais, mais tu sais, tu prends le package, tu dis, OK, on peut travailler avec ça, puis faire de lui un défenseur top 4 qui va être capable de défendre, puis bouger la rondelle de la défense à l'offense. Mais un coup passé la ligne bleue, est-ce qu'il va être capable d'appliquer quelque chose? Ça, on sait pas. Mais il y a un bon shot, mais c'est pas un bon distributeur. Moi, récemment, parce que je suis retourné le voir récemment, je trouve qu'il s'est amélioré défensivement un peu parce qu'il a simplifié sa game. La grosse critique que j'avais de lui en début de saison, c'est que l'échec avant NCAA était trop rapide pour lui. C'est un peu un red flag, là. Il était pas si pire en récupération de rondelles, mais après ça, le jeu mourait. Il perdait la possession. Et il a simplifié son jeu beaucoup. Ça l'aide, mais ça le rend plate et beige, là, en ce moment. Fait que il est à Wisconsin, là. Je pense que c'est quand même pas... ça aide pas. C'est pas le plus facile, là. C'est jamais le plus facile à Wisconsin. Fait que... des parties, surtout. Fait que... Ben là, en tout cas, à nous entendre, je pense qu'on peut faire peut-être Spence. Moi, c'est ça. Spence, pour le choix où on est rendu, c'est vraiment entre Spence puis Zono dans ma tête, mais c'est juste, tu sais, qu'est-ce que le Canadien préférait, tu sais, avoir un Spence qui, justement, vient... Parce que Spence, c'est plus spécifique. Je pense qu'il nous manque un Spence. Zono, ce qui était cool, c'est la versatilité, tu sais. C'est un point. C'était ma question que j'avais pour vous autres. Comment vous voyez Zono au prochain niveau? Dans quel rôle? Pour moi, c'est pas clair. Non, c'est pas clair parce qu'il y a des aspects de son jeu, justement, qui a un peu délaissé, je trouve, au prix de, justement, montrer que... Il est moins hargneux que l'an passé, ça se peut-tu? Ouais, ben c'est ça, c'est pas le gars qui va aller gagner ses batailles sur la bande, tu sais. Il y va, mais il sort pas tout le temps gagnant, alors que quand tu regardes, justement, juste son poids, sa taille, ça devrait être quelqu'un qui a beaucoup de facilité là-dedans. Fait que moi, c'est ça qui me fait un petit peu plus bugger, mais c'est des choses, tu sais, on parle pas de comme manque de volonté, il va sur la bande, c'est juste manque d'efficacité, fait que c'est vraiment des trucs qui se travaillent. Fait que tu sais, est-ce que moi dans Bill Zono, je vois vraiment, admettons, le joueur de troisième trio idéal qui peut venir te plugger un trou, admettons, t'as une blessure sur le premier, deuxième, whatever, tu peux le bouger un peu puis le mettre dans ton top 6 sans qu'il soit là temps plein, versus Spence qui, tu le prendrais si vraiment t'as l'impression que à l'aile gauche, t'as un trou parfait pour lui. J'ai pas vu une tonne de games que j'ai focusé sur Zono, fait que je suis un peu mitigé, mais Spence en tant que tel, c'est sûr que si vous qui regardez beaucoup la QMJHL, si vous voyez Zono comme un centre de troisième trio qui est capable de plugger quelque part dans le deuxième trio, quand on en a besoin, rendu là, c'est Spence. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, dans le sens que le seul point pourquoi je verrais Zono devant, c'est le côté centre. Le centre. Mais plug Spence, là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le 16e, Zono est définitivement dans la conversation. On a parlé un peu de Brady Martin. Personnellement, je préfère Zono que Martin. Martin, du tout, c'est un que je trouve pas sexy, là. On va dire, rendu là, pas mal tout est beige.
Oui. Ouais. Mais tu sais, il y a un côté de Zonon que je trouve un peu plus là. Mais il y en a un qu'on a nommé le nom, on n'a pas reparlé, là, mais moi, Braden Coots, là, je l'aime d'amour. Je l'ai 12e depuis décembre. Tu sais, intensité un peu à la Carter Bear, moins hargneux, moins robuste, mais je pense qu'offensivement, il est encore plus outillé que Carter Bear. Je pense que c'est un des gars qui pourrait devenir un bon fabricant de jeu, mais avec du pace dans son jeu, puis un bon jeu two-way aussi, là. C'est pas, Étienne, on n'a pas parlé, je pense, de Braden Coots, toi pis moi, là. Non. On a parlé des heures et des heures de hockey depuis qu'on est dans cet Airbnb-là, mais on n'a pas parlé de Braden Coots. Moi, gros fan. Gros fan. Ouais, moi, je suis pas vendu. Je suis pas vendu. Je trouve qu'il est très, quand je parle, très vanille, genre, en termes de joueur, là. Ouais, c'est pas, je sais pas, c'est pas un joueur que je trippe tant que ça. Je trouve pas qu'il est nécessairement bon en zone offensive. Je trouve pas qu'il est nécessairement bon le long des rampes. Il y a rien que je trouve qui est comme il apporte, qui est vraiment, qui sort du lot. On veut, okay. Là. Ouais, ben. Je l'aime. Je l'ai même mis dans mon top 16, mais c'est plus une question parce que le draft en tant que tel, je l'aime pas. Ouais. Non, moi, je suis très high sur lui. Je pense que, ben, il joue dans un scénario difficile, à Seattle. Seattle a pas d'équipe. Mais j'ai vu des flashs de playmaking high-end de sa part. Puis il y a un tir pour battre des gardiens également, là. Si je me trompe pas, là, c'est une des choses que je dis justement dans mon top 16, c'est que justement ça, c'est Coots, c'est un gars de flash. Ouais. Si tu fies au flash, c'est un joueur. Ben, mais si tu fies à l'ensemble, pour moi, les flashs high-end que j'ai vus, c'est limite une sélection top 10. Ouais, mais ces flashs-là sont pas toujours là, mais je pense que c'est pas un joueur late non plus. Ouais. Je pense que, écoute, puis il joue dans un scénario tellement défavorable, là. T'sais, mais ce gars-là, dans une meilleure équipe ou whatever, je pense qu'il pourrait shiner beaucoup plus que ça. Mais là, c'est poking. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais il y a un bon patin, il y a le shot, il y a le playmaking. Il gagne pas des batailles le long des bandes comme Bear. Tu sais, Bear, le long des bandes, tu voleras pas à POC. Sauf que Coots, c'est un pickpocket dans les 3 zones, là. Il est vraiment bon pour briser des jeux en zone neutre ou voler la rondelle en zone défensive. Il est créatif, puis il y a des moments de hargne. Il y a une séquence que j'ai déjà publiée, il est en échappé. Je pense qu'il se fait accrocher par le défenseur ou whatever. Il rentre en collision avec le gardien. Genre grosse collision. Là. Il revole les 4 fers en l'air, toute la kit. Il se relève, puis il s'en va péter la gueule après ça au défenseur. Là, tu sais, un peu comme Leonard fait, mais vraiment pas au même niveau, on s'entend. Mais il y a ce côté-là compétitif que moi, ça me parle. C'est un gars qui a des flashs de high-end playmaking, qui est capable de scorer, qui a le patin, qui a cette arme-là. Moi, ça me parle. Mais... Mais bon, on jase, mais sinon, ça peut être Zonon, mais rendu à ça. Moi, ça va être Zonon, mais tu sais, j'amène un autre nom, là, un joueur que, moi, personnellement, j'aime Melo, je l'aime depuis l'année passée, mais c'est Vanjagi, là. C'est haut pour lui, je mais. pense que c'est tôt, hein. Moi, c'est tôt, mais je pense que si tu veux un joueur qui amène de la combativité, puis. En termes de robustesse, Shane Vinsagi, c'est un des top, je pense, de ce QV-là, mais tu sais, tant qu'à ça, Brady Martin, il amène moins de robustesse, je pense, mais il en amène quand même. Je pense qu'il amène peut-être un meilleur jeu de two-way puis un peu plus d'offense aussi que... C'est un centre. Vanjagi, il va quand même bien, tu sais pas... Mais c'est le patin qui me gosse, moi, Vinsagi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est tôt, là, Vinsagi. Là. Non, je suis d'accord. C'est juste, moi, c'est un joueur que j'aime. Pour ça, j'aime son nom. Si on parle de Coots, si on parle de Bill, si on parle de Hensler, moi, rendu là. Ouais, c'est parce que moi, j'ai Coots 12e. Fait que c'est sûr, je vais prêcher pour la paroisse. Mais Hensler, peut-être beaucoup plus safe. Je sais pas, on veut-tu mettre Hensler là? Ou Zonon? Je sais pas. Moi, parce que Zonon, c'est ça. C'est quoi son plafond, mettons, Zonon? Moi, je pense pas que le plafond est ultra haut. C'est juste que le plancher est quand même haut. Puis, aussi, tu sais, en fait, Zonon, le gros selling point, moi, je pense que c'est ça, c'est versatilité. Dans le sens, tu sais, à Rouen, en ce moment, est-ce que c'est un gars que tu vas prendre pour aller mettre sur ton powerplay numéro 1 et ton piqué numéro 1 en LNH? Mais non, jamais de la vie. Mais, est-ce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est capable de jouer ces rôles-là? Tu sais, que ton powerplay, il drop pas tant de niveau. Quand lui, tu le mets là, absolument, tu sais. Ben, devant le filet, Zonon,
il va jamais, comment dire, l'éviter. Il va foncer. Puis un des points que moi j'avais noté, c'est niaiseux, là, mais il fonce au filet avec la palette sa glace. Ouais, Fait que c'est comme, tu sais, il y en a qui foncent au filet, mais la palette est pas sa glace, puis lui, il a comme toujours c'est quand même un joueur, tu sais, plus tôt, on parlait de Zachary Morin entre nous, tu sais, on disait Zachary Morin, c'est pas un joueur de système, c'est un joueur qui essaie de jouer sa game, puis là, faut que ça fitte dans une équipe. Zono, c'est complètement l'opposé dans le sens, tu sais, si tu le prends, puis tu lui dis de jouer d'une certaine façon à un certain rôle, c'est le parfait gars pour ça. Si en LNH, l'équipe vient le prendre, puis ils lui disent, on veut que tu retournes à l'aile pour faire, tu sais, puis être un peu plus robuste sur une troisième ligne, il va être capable de faire ça. S'ils veulent le garder au centre puis justement le rendre un peu plus spécialiste de piquer, il va être capable de faire ça. Tu sais, c'est vraiment la définition de la versatilité, ce gars-là. C'est juste qu'il projette pas sur un top 6, tu sais. Ouais. C'est qui le Cole Baudouin cette année? Moi, je l'aimais, Cole Baudouin. Ouais, moi aussi. Moi, je l'aimais vraiment. Il y en a pas un qu'on peut mettre en numéro 5? Mais ça, non, je suis pas contre. C'est juste, j'ai pas eu beaucoup de focus sur lui, fait que moi, c'est la même affaire avec Coates. J'ai regardé un match de sa game des prospects, puis je l'ai regardé un peu, c'est au Elinka, qui était là, si je me trompe pas. Je me mets mais je pense qu'il était au Elinka, mais tu sais, j'ai pas... On peut mettre Zonon. Ça reste que c'est un centre de 6 pieds 2, fait que je pense que c'est intéressant. On peut mettre Zonon. Après ça, tu sais, je sais qu'on voulait faire, là, on a nos 16 joueurs, mais tu sais, on peut vite fait parler de nos, honorables. Pour moi, Coates, c'est dans les prochains choix. Hensler, ça doit être là. Fiddler, ça doit être là aussi, je pense. Brady Martin, c'est pas un choix que je trouve sexy, mais c'est un gars qui va jouer à LNH, là, probablement plus un troisième trio, je pense, là. Mais un peu comme Zonon, je pense que c'est un gars qui va pouvoir dépanner peut-être un peu plus haut dans un line-up. Puis ça reste un centre, puis il me semble plus gros que le poids qu'il a, là. Il est genre classé à 160 livres, mais il me semble que c'est un gars qui ouais, il a l'air assez lourd, c'est à la glace pourtant, mais... Il est plus... Ouais, me semble. Bref. 160, c'est petit, là. Ouais. Mais sinon, y a-tu des noms, vite fait, que tu vois? Je sais que Hitchison, on en a parlé un peu. Tu sais, moi, il y en a un que j'aime, mais il y a jamais personne qui va le prendre dans le top 16, mais c'est comme Henry Bustavix. Ouais, gros. Ouais. Je l'aime beaucoup, puis en plus, tu sais, Bustavix, je peux dire, il joue à London, puis London, c'est l'équipe. Tu ne peux pas miser contre London. C'est ça. C'est l'équipe que tu choisis ton joueur dedans. Ouais. Ben, tu sais, tu veux qu'il joue là. Tu sais, Bruce Devich, je l'avais, je pense, 22 ou 23e en décembre. Je l'ai droppé un peu parce que, malheureusement pour lui, je suis retourné voir 3 games, puis les 3 games ont mal été. Fait qu'il a droppé dans ma liste. Vu que j'utilise un système de pointage, là, que je track chaque game, ben là, 3 games ont vraiment fait dropper. Il est encore dans ma première ronde, mais je l'avais devant Merteka en décembre, là. Ouais, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a un bon potentiel, là, tout. Ouais, un projet que j'aime bien aussi dans ces eaux-là, peut-être c'est moins collé à 16 plus fin de première ronde, mais tu sais, je peux pas donner un classement précis parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de première ronde, justement, tu sais, que j'aimerais ça plus avoir vu, mais que j'ai pas plus vu. Mais le 4e joueur, tu sais, que j'ai sur ma liste, là, on a dit, c'est dans les top espoirs et la GMQ, on a dit Carbonneau, on a dit Zonon, puis Desnoyers. Exactement. Tu sais, moi, le 4e que j'ai sur ma liste, puis je pense qu'il pourrait vraiment avoir un cas pour être fin de première ronde, c'est Alex Wang aussi. J'aime beaucoup le projet. Je trouve que l'année dernière, c'était vraiment un joueur que le niveau physique était pas présent du tout. C'était vraiment axé sur l'offense. Puis je trouve que le step qu'il a pris à ce niveau-là, juste positionnement défensif, amélioration justement du jeu physique, comment positionner son corps, comment être capable de coincer l'adversaire, ils se sont tellement améliorés cette saison que moi, c'est un projet que j'aime beaucoup. Puis tu sais, l'aspect offensif, il l'a encore, sans être le meilleur. Le patin est exceptionnel, là. Mais comment ça va côté productivité récemment? Parce que moi, Wang, je l'avais, je pense, 18e, comme en début de saison. Il a rapidement tombé dans ma 2e, puis là, il se rapproche malheureusement de ma 3e ronde. Mais ça fait un bout, je l'ai pas vu. Mais comment ça se passe avec Wang? 32 points en 54 matchs, dans le sens, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que ça soit justement un défenseur offensif qui va te convaincre par son offense de pourquoi est-ce que tu vas aller le prendre. Moi, maintenant, tu sais, ce que j'aime chez ce joueur-là, ce que j'aime chez le projet, c'est l'aspect two-way. Dans le sens, c'est pas un défenseur de 5 pieds 10, et Wang est quand même 6 pieds. C'est pas le plus grand. Là, c'est juste que, justement, pour pouvoir faire le cas de two-way, il manque l'aspect violent, mais vu l'amélioration du jeu physique cette saison, moi, je pense que j'y croirais vraiment dans un bon système de développement avec les bons coachs. Si tu peux faire en sorte que ce gars-là, justement, ait la confiance de frapper un peu plus, parce que le positionnement est là, le jeu physique est là, faut juste que, justement, l'aspect violent. C'était notre coup de cœur du draft 2023. Mais il faudrait que j'aille voir, parce que tu parles de sa production, faudrait que j'aille voir sa production, mettons, dans les
c'est le dernier mot, les 2 derniers mois. Puis ça, on fait ça avec les game logs sur Elite Prospects, avec l'abonnement Elite Prospects Premium. Les gars, je sais que vous avez aussi un code promo, mais aujourd'hui, c'est moi. Ouais, c'est ça. PLG30 pour 30% de rabais sur votre abonnement annuel à Elite Prospects Premium. Mais écoute, je pense qu'on a une belle liste. Je sais que les gens critiquent beaucoup la profondeur de ce repêchage-là. Mais moi, dans ce range-là, peut-être top 15, top 20, je pense, j'aime beaucoup de ces joueurs-là personnellement encore. Puis c'est des joueurs de rôle, par contre. Mais il y a moins, contrairement à l'année dernière, il y a pas de joueurs que je déteste. Tu sais, je sais que je suis hard des fois sur Murtica puis Frondell, mais ça va être des NHLers. Tu sais, tandis que l'an dernier, il y avait des gars que j'avais des gros doutes, ou que j'étais comme, ils vont jouer dans la LNH, mais ça sera jamais mes préférés. Tu sais, on a parlé, vous m'avez starté sur Eisenman, fait que j'en ai parlé en masse, là. Saint-Tarek et tout, pas fan, mais c'est des gars qui vont jouer. C'est des gars que j'aurais de la misère, personnellement, à repêcher. Là-dedans, tu sais, je sais, je suis pas fan de Murtica et Frondell, mais il y a un rang que ça me ferait plaisir de repêcher quand même, tu sais. Cette année, il y a pas de gars que je déteste, personnellement, dans ce top 15, top 20-là. Dans ce coin-là, tu sais, justement, si tu finis qu'un gars comme Bezonon, c'est bon, Jordan Spence, c'est bon. À la limite, moi, Jordan Spence, Hutchison, je l'aime beaucoup, là. Il est violent. J'adore ça. C'est ce style de défenseur qui me fait triper. C'est genre, il y a beaucoup de monde qui compare à Goulet. Goulet était de même dans WHL quand il jouait. Il est moins de même au niveau de la Ligue nationale, là. Il est un peu plus cette année, mais là, il est plus. Hutchison, j'aime son leadership sur la glace. C'est un gars qui est très, très vocal sur la glace aussi. Tu sais, là, c'est sûr que c'est tôt, mais mettons qu'on parle plus entre 20-25, là. Non, je t'ai rendu un autre, là. Mettons qu'on parle plus entre 20-25. Moi, Eric Nilsson, gros fan. Je pense que c'est un des gars les plus sous-estimés de toute cette cuvée-là. Puis, écoute, depuis octobre, je cheer pour, même septembre peut-être, David Bitkowski. Je trouve ça fou qu'on ne parle pas de ce gars-là. Défenseur droitier, probablement un des joueurs les plus robustes et hargneux de toute la cuvée. Une coche au-dessus de Hutchison, à mon avis. 6 pieds 5, défenseur droitier. Ce gars-là doit être dans les conversations entre 20 et 25. Au public, il y a personne qui en parle, sauf que c'est sûr qu'il y en a un dans la Ligue nationale, le monde en parle. Il y a tout à aimer, je pense, de Bitkowski. Gros shot, pas un vilain patin. Défensivement, il y a des lacunes, mais avec la robustesse et la hargne. Tu sais, tu vas devant le filet, s'il est là, on parlait tantôt de Murtica qui box out pas les gars. Bitkowski va te cross-checker dans le dos jusqu'à temps que tu touches. C'est aussi simple que ça. Ce gars-là va jouer à l'NH, possiblement 6e défenseur, mais il drop les gants déjà en OHL, là. Et non, il va être tannant, je pense. Ben moi, il y a Jack Nesbitt, qui est un gars, tu sais, on parle de physicalité, de grosseur, centre. Moi, c'est le patin qui me gosse de Nesbitt. Je suis très d'accord avec ça, mais, tu sais, moi, je me dis, devant le net, il n'y a pas besoin de patin. Mais il a pas peur de frapper, il a pas peur d'intimider. Nesbitt, c'est un centre. 6 pieds 4, mais tant qu'à aller chercher un gros bonhomme, moi, j'irais chercher Václav Nestrasil, qui a été excellent au mois de janvier. J'ai pas tant checké au mois de février, honnêtement, mais son mois de janvier a été exceptionnel en USHL, parce qu'il y avait des minutes de 3, 4e trio, là, en début de saison, là. Là, ils l'ont monté sa première ligne, il a joué avec Ryabkin quand Ryabkin est arrivé. Puis Nestrasil, à mon avis, était meilleur que Ryabkin. Ailier droit, 6 pieds 5, très bon patineur, des bonnes mains, bon shot aussi. Puis lui aussi, on parle de flash, parce qu'évidemment, c'est Nestrasil très physique, très robuste. Pas un gars de top 6. Termine ses mises en échec, fait que 6 pieds 5 termine ses mises en échec, bon patineur, bottom 6, plancher très, très, très assuré, mais il y a eu des flashs. Si on parlait des flashs de coups tantôt, là. Nestrasil, là, j'ai sorti vous faire la compilation de tous ses points. Il y a 2-3 passes là-dedans que tu fais comme, oh shit, ouais. Tu sais, va chercher la puck dans le coin, termine sa mise en échec, gagne la rondelle, protège la rondelle avec son gabarit, scanne, fait une passe dans l'enclave. S'il y a un gars, parce qu'il manque beaucoup d'upside, je pense, après le top 20, top 25, on s'entend là-dessus. S'il y a un gars qui aurait le potentiel, je pense, de possiblement devenir un power forward sur une 2e ligne, peut-être même une première, moi, Nestrasil, c'est un gars sur qui je miserais. À 6 pieds 5 puis le patin qu'il a en plus. C'est le nom de l'heure. Je vais m'y mettre.
Ouais, moi, gros fan, mais je pense qu'il a redescendu de trio, par exemple, là. Faudrait que j'en vérifie. Mais j'ai checké ses game logs. Puis il me semble que son temps de glace avait réduit un peu dans les dernières semaines, mais faut que j'en retourne le voir. Mais tu sais, j'ai checké 5 games, les 5 games que j'ai checké, il a monté, moi, autour de mon 30e rang assez vite, là. Ouais. Y a-tu d'autres noms que vous voulez mettre sur la table, vite fait, ou Ben, écoute, je pense, pas pour le Canadien avec leurs 2 premiers joueurs. Non, c'est ça. Non. C'est que si tu ramasses, choisis ces joueurs-là, rendus là. Je pense qu'on va rapper ça de même. On a quand même fait le tour. On a une bonne liste. Puis pour les gens peut-être qui sont moins familiers avec le repêchage, je pense que ça va vous donner une bonne idée également des joueurs à qui on a affaire cette année. Pour le mot de la fin, je vais vous laisser peut-être parler de vos projets, les gars. Parlez donc de votre podcast. Puis comment qu'on peut vous trouver, qu'est-ce que vous faites, tout. Ben c'est ça, nous on est sur la chaîne sur la bande, on a un podcast tous les mardis dans le mille où on parle du Canadien et des espoirs, et puis on a aussi notre chaîne YouTube dans le mille où on fait des analyses de prospects, donc c'est plus justement on regarde un joueur puis après ça c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points à améliorer, puis écoute, c'est sûr que la production de contenu est double voire triple quand on s'en vient dans les alentours du repêchage, fait qu'on s'en vient dans notre partie avec un gros focus à la JMQ, surtout cette année, je crois. Vous avez reçu des gars aussi en entrevue, là, Bill Zonon, entre autres. Ben, c'est ça, surtout sur la bande. J'ai un segment avec le podcast principal de Sur la bande. Donc, on reçoit des joueurs, dont Bill Zonon, et aussi des gens de l'organisation. Puis là, je veux juste revenir dans le mille, mais je sais pas c'est quand que le podcast sort, mais la dernière vidéo qu'on vient de sortir d'analyse, c'est Philippe Veilleux, qui est le joueur en ce moment qui produit le plus depuis au moins un demi-mois et même peut-être un mois dans la LHMQ. Donc, je viens de dire un peu pourquoi on n'en parle peut-être pas autant. Philippe Veilleux, définitivement un gars à garder à l'œil. Puis fait que, guys, si vous voulez vous renseigner sur Philippe Veilleux, qui brûle la Q en ce moment, allez suivre ces charmants jeunes hommes. Et vous, Monsieur Étienne? Moi, j'ai une chaîne YouTube, Blue Chip Prospect. C'est une chaîne majoritairement en anglais. Je parle beaucoup de prospects. Je suis aussi un peu centralisé sur le Canadien de Montréal. Donc, pour avoir des vidéos un peu plus en détail sur les prospects qui s'en viennent ou faire des listes top 16. C'est pas mal ça, dans le fond, là, des vidéos sur Blue Chip Prospect sur YouTube. Ben, génial. Puis moi, c'est ça, si vous me connaissiez pas, Briser la glace, podcast généralement en audio. C'est la première fois, en fait, qu'on fait ça en vidéo. Puis c'est ça, fait que vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour tout contenu sur les espoirs en vue des prochains repêchages. J'ai également un Patreon depuis peu, patreon.com // briser la glace, oui, dis-je. Pas grand-chose, mais si jamais vous voulez faire une petite contribution volontaire, ça serait c'est toujours apprécié. Sinon, est-ce que les questions dans le public? Je pense que le Patreon, c'est juste 40$ par mois. Non, je pense pas de contenu. Exact. Je pense que notre gars des Lumières, il s'est endormi. Ouais, le gars qui pétait tantôt. Sinon, on a perdu la moitié du monde, là. Je pense qu'il y en a un qui est parti dormir. L'autre est parti faire un film. Ouais. L'autre, on est changé qu'il soit pas parti aux toilettes. Bon, merci, guys. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Peace! Peace!